On est de retour. Bonjour à tous. Bonjour pour ce nouveau plateau dans cette première de Oui Oui Non Non. Alors, avis sur le nom. Ouais. Mais, Bof. pas Oui, oui, non, non, quoi. Ouais. Ben oui oui. Ouais. Non. J'avais l'idée de J'avais- débat. Il y a quelqu'un qui. Bon, merci. Bonsoir tout le monde. Enthousiasme fou. On a pas Un enthousiasme directement, fou là. pour le nom. Ouais. Mais c'est pas grave. Ça va être bon par la qualité. Aujourd'hui, on va parler d'écologie, mais on va parler aussi de guerre et de fascisme, et on va se demander. Quelle écologie face à ça? Je me suis posé cette question, et c'est cette question qui revient chez beaucoup, parce que déjà, on voit la montée de l'armement partout dans le monde, on voit la multiplication des conflits et des guerres, et on se demande où est passée la question écologique, et aussi parce qu'on a l'impression, on va en discuter ensemble, mais on a l'impression que le mouvement écologique n'est pas à la hauteur des enjeux. Pour en discuter, j'ai plusieurs invités. Tout d'abord, Lila, tu es militante décoloniale et antiraciste. Et c'est la première fois que je te reçois ici. Hein. Oui, c'est la première fois. Ça va? Voilà, c'est un grand moment. Toi, Oui, on ça t'a va. déjà vu sur Parole d'honneur, sur plein de médias. Tu as intervenu aussi à la question de l'université d'été. C'est des problématiques qui t'intéressent? Ouais. La planète, Ouais. vite fait. Et la guerre aussi, franchement. Donc, bonsoir Lila. Ensuite, on a Vincent Rissier. Salut. Donc toi, tu es un militant écologiste et tu as sorti dernièrement le livre Contre l'écologie de guerre aux éditions La Dispute, et ça rentre totalement dans cette problématique. Et pour le dire très vite, tu t'en prends assez à une figure qui est Pierre Charbonnier, qui est certainement la figure qui représente une écologie qui veut une écologie de guerre, quoi, grosso modo. Totalement, ouais. Et pour le dire rapidement, qui joue un peu le rôle de think tank vis-à-vis de politique, plutôt dans le bloc central, qui cherche à faire cette articulation-là, quoi. Ouais. Et lui, ce serait plutôt centre-gauche, c'est ça, Pierre Charbonnier? Ouais, centre-gauche, social-démocrate de centre-gauche, mais le centre-gauche de l'impérialisme, quoi. Donc c'est ça toute la discussion. Et c'est des idées qui infusent typiquement chez les Verts, dans le PS, chez certains macronistes, etc. Et dans certains secteurs de l'écologie, que moi je désigne comme technocratiques. Jean Covici, pour celles et ceux qui connaissent typiquement ce genre de figure-là, quoi. Mais c'est certainement l'une des figures mainstream. C'est la figure, je pense, de l'écologie la plus connue en France aujourd'hui, qui justement opère une forme de synthèse entre la question de la transition et la question de l'armement, de la militarisation, qui fait même des échéances avec l'armée, qui fait des rapports en collaboration avec l'armée. Et effectivement, c'est assez alarmant, si vous voulez, que la principale figure, je pense la plus connue, qui passe le plus sur les plateaux de l'écologie en France, soit aussi à la pointe de cette synthèse. C'est aussi peut-être par hasard, bien entendu, mais en tous les cas, c'est une discussion à poser. Il me semblait qu'il fallait le faire, quoi. Ouais. Mais on va parler de tout ça. Donc, je rappelle, Contre l'écologie de guerre aux éditions La Dispute, qui est sortie cette année, il me semble. Hein. Ouais, c'est ça, en février. Ouais. Ensuite, on a Paul Guilibert. On dit bien Guilibert, hein? Ouais, tout à fait. Toi, tu es docteur et enseignant. Ouais. Tu es enseignant en philosophie. Tu es aussi un militant écologiste. Tu as préfacé l'ouvrage de Vincent Rissier, mais tu es aussi l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Terre et Capitale pour un communisme du vivant aux éditions Amsterdam 2021. Exploiter le vivant, une écologie politique du travail, toujours chez Amsterdam en 2023. Et dernièrement, tu as coécrit avec Alexis Cuquier, hein, Découvrir le marxisme écologique chez les éditions sociales. C'est en gros une porte d'entrée sur tout ce qui est marxisme. Ouais, c'est une sorte d'anthologie qui présente un peu le marxisme écologique, les grands textes du marxisme écologique et une introduction un peu à ces problématiques-là, quoi. Ouais. Paul Guilibert, j'en entends beaucoup de bien. Ah bah voilà, merci. Mais toi, on t'avait déjà invité sur PDH, mais c'était il y a 3 ans. C'était il y a 3 ans, tout à avec fait. Avec Mohamed Amer Méziane, exactement, on avait une super discussion, tout à fait. Mais il faudra que je te réinvite aussi, oui. on en rediscute en privé. Et enfin, Camille Le Saffre. Salut, oui, c'est ça. Je le dis bien. Donc toi, tu es militante décoloniale et antiraciste, tu es membre de Survie et de Guerre à la guerre, et je t'ai déjà reçu la semaine dernière pour le stream anti-imp. Trop bien, trop contente de revenir pour parler d'écologie. C'est vrai que c'est pas mon sujet central, mais c'est une thématique qui revient beaucoup à l'agenda en ce moment, notamment à travers l'extractivisme et le lien que ça a avec l'intensification de la violence, que ce soit en Kanaki, en RDC
au Soudan. Donc voilà, il y a un enjeu aussi à ce que le mouvement anticolonial se saisisse d'autant plus de ces questions-là, quoi. Oui, parce que c'est vrai qu'on dit souvent que l'écologie doit s'intéresser aux luttes décoloniales, mais est-ce que les luttes décoloniales doivent s'intéresser davantage à l'écologie? C'est une bonne question. Eh ben, écoutez, là, on voit l'actualité. On voit qu'il y a l'augmentation des budgets de l'armement partout sur la planète, qu'il y a la montée du fascisme, pardon, la montée des tensions géopolitiques. Il y a la guerre en Ukraine, en Palestine, en Iran. Il y a le Soudan, il y a le Pakistan. On voit la multiplication des conflits et des risques de guerre. Est-ce qu'on peut dire que là, dans l'actualité, la grande perdante, c'est la cause écologique, celle qu'on a l'impression dont plus personne ne parle? Qui veut se lancer? Ouais, c'est- Allez, Silence de regard. vas-y, non, C'est vas-y, toi, je tu me es lance. l'universitaire. Donc Allez, on Paul, commence par me donner donner la parole aux universitaires. Ouais. Bah oui, non, c'est sûr que c'est perdant d'un point de vue matériel, quoi, parce que les guerres, ça produit toujours des dégradations environnementales massives, quoi. Donc ça, c'est déjà une accélération hyper forte des dynamiques. Là, les 2 premières semaines de la guerre impérialiste des États-Unis et d'Israël en Iran, ça a produit 5 millions de tonnes d'émissions de CO2. C'est l'équivalent de l'émission de CO2 du Koweït en une année. Ah oui, attends, Tu oui, vois, et on parle juste des les 2 premières semaines. Je sais Ah pas oui, les chiffres pour d'accord. les 2 semaines d'après, tu vois. Ok. Donc on est sur des chiffres énormes. Et puis évidemment, on voit par exemple le génocide à Gaza aussi, le type de destruction environnementale que ça provoque. Et puis aussi parce que du point de vue des agendas politiques dirigeants, bon, la question écologique, elle devient totalement secondaire. Quand il faut imposer son pouvoir, quoi. Enfin, si ça avait jamais été à leur agenda, ça l'est plus du tout. Et une autre très bonne raison, c'est que quand tu dois lutter contre un génocide, évidemment, ou contre une guerre, évidemment, la question écologique, elle devient secondaire pour de très bonnes raisons. Donc, en fait, il y a une réalité matérielle et politique, idéologique, au fait que l'écologie peut pas être aussi présente qu'elle l'est en période de paix, quoi. Vous voulez rajouter des points sur ça, sur la grande perdante de la séquence, l'écologie? Parce que j'ai l'impression que c'est un sujet dont on ne discute plus. Il me semble qu'avant cette période de guerre et tout, il y avait la mise en avant de la lutte écologique, mais là, j'ai l'impression que c'est la grande oubliée de tous ces débats-là. Moi, peut-être, tu voulais. Bah non, mais j'allais te lancer en fait, Ah ouais. parce que justement, moi je trouve que les sujets auxquels tu touches, c'est aussi qu'il y a du coup une partie du mouvement écolo qui essaie de mettre en cohérence les intérêts guerriers, puisque la guerre est là et qu'il n'y a pas de raison que ces guerres faiblissent, quoi. Et que du coup, voilà, il y a une partie de l'écologie qui tente de mettre à l'agenda des politiques la question de la transition écologique, mais sous un angle guerrier et avec la mise en cohérence d'intérêts militaires, voilà, et de faire en sorte que ce soit cohérent. Mais du coup, ça, c'est plutôt ton sujet. Non, mais c'est clair que pour rebondir un peu sur, Ouais, bien sur les éléments, en fait, à mon avis, il y a 2 configurations principales qui émergent. C'est-à-dire que tu as une configuration de type Trumpiste, quoi, où en gros, il y a même plus, ne serait-ce que le rejet de l'écologie et une ligne politique assumée en tant que telle. Il y a une stratégie d'État qui, y compris, en fait, précédait même Trump, hein, parce que Biden, il y avait tout l'idée d'une relance et tout, soi-disant verte, mais en fait, derrière, il y avait la préservation d'intérêts fossiles très puissants. Mais chez Trump, c'est particulièrement clair. On balance on se débarrasse, quoi, de tout discours écolo, on en fait même un truc à combattre, et il y a une stratégie d'État qui est basée sur ce qu'il appelle la dominance énergétique, basée sur le pétrole, sur les hydrocarbures, etc. Donc ça, c'est la première stratégie, et la première configuration qui émerge dans cette séquence. Et la deuxième, effectivement, et c'est là où il faut faire attention, et où en fait la ligne ne peut pas être une ligne vert ou pas vert, démocratique ou pas démocratique. La ligne, c'est une ligne impérialisme ou pas. La deuxième configuration qui émerge, c'est typiquement en Europe des secteurs qui cherchent à lier, comme tu le disais très bien, la question de la transition écologique à la question de projets industriels liés à la question de l'armement, à la question de reconstruire une puissance européenne, d'une certaine manière. Et donc, il y a d'un côté soit un abandon total de l'écologie, soit d'un autre côté une subordination
une incarcération de l'écologie derrière des intérêts militaires et impérialistes qui sont ceux de l'Europe. Et d'une certaine manière, on peut penser aussi sur le terrain de la Chine, où il y a beaucoup de gens qui disent la Chine c'est génial, elle produit massivement des énergies vertes, etc. Mais ça repose sur un projet qui est de l'ordre du capitalisme vert et aussi de l'extractivisme, etc. Donc en fait, c'est les deux configurations qu'on peut voir se dégager en fait aujourd'hui dans le paysage. Et à mon avis, c'est lié surtout au fait que l'écologie n'existe pas dans un champ de réalité alternative, séparé de la situation que tu décrivais un petit peu au début, mais de crise et de guerre profonde qu'on traverse aujourd'hui. C'est un truc que moi, je pense, c'est intéressant. J'utilise souvent cette citation, mais vous connaissez la citation de Gramsci, quoi. Voilà, le nouveau n'est pas encore né. L'ancien peine à mourir. Et au milieu, il y a une situation d'interrègne où surgissent tous les phénomènes morbides qu'on voit aujourd'hui. Et donc l'écologie, forcément, elle est impactée par ça. Et la discussion, à mon avis, tu disais le mouvement écolo est pas à la hauteur. Je pense qu'il y a des secteurs du mouvement écolo qui cherchent à se mettre à la hauteur de ce défi. Je pense typiquement en fait, au soulèvement de la Terre, par exemple. Mais la discussion, ça va être que si l'écologie veut être à la hauteur dans cet interrègne, dans cette séquence très complexe qu'on est en train d'aborder, il va falloir que sa boussole soit l'anti-impérialisme, ça c'est clair. Je rigolais parce qu'il y a quelqu'un qui a dit il ose critiquer la glorieuse Chine. J'ai vu ça. On y viendra. Il y a quelqu'un qui dit après, on peut dire que la priorité est d'arrêter les guerres pour ensuite se pencher à nouveau sur les questions écologiques. Qu'est-ce que vous en pensez de cette remarque ? Je pense que c'est un peu plus complexe que ça, et notamment quand on regarde d'un point de vue africain, France-africain, justement. C'est vrai qu'en fait, l'invisibilisation des enjeux écologiques dans les conflits en Afrique, c'est ce qui permet aussi d'invisibiliser les responsabilités des puissances impérialistes extérieures. Donc typiquement, quand on réduit le conflit en RDC à des groupes ethniques qui se tapent dessus, des Noirs qui s'entretuent, et en fait, on masque le fait que y a des impérialismes derrière qui tirent profit aussi de ces cycles de violence pour l'accès au sous-sol des minerais. Donc j'ai l'impression que c'est pas un truc en deux temps, mais que tout est imbriqué et qu'il y a un enjeu en fait à intégrer tout ça dans nos luttes actuelles, quoi. J'aimerais vous poser la question différemment. Est-ce que la priorité pour les écologistes aujourd'hui, ou ceux qui ont à cœur la lutte écologique, ce serait pas d'arrêter les guerres ? Est-ce que ça devrait pas devenir une priorité du champ écologiste ? C'est non, mais moi j'ai l'impression parce que la difficulté, si vous voulez, qu'est-ce que tu mets derrière le mot guerre ? Et je pense que souvent il y a une forme de guerre, paix. Moi je pense que dans le capitalisme et dans l'impérialisme, c'est ça nos boussoles centralement. Sinon c'est un peu des mystifications. Tu vois, même on discute d'un retour des guerres. La mondialisation n'a pas été une période de paix, d'harmonie. La mondialisation, il y a toujours eu des guerres, notamment dans le Sud. Voilà, aujourd'hui, il y a une accélération parce qu'il y a une désagrégation de l'ordre international et du néolibéralisme qui porte plus de guerres forcément. Mais qu'à mon avis, la boussole, elle doit être centralement sur la question de l'impérialisme, parce que de même, il y a des guerres justes dans l'impérialisme, il y a des guerres justes. Il y a des guerres de décolonisation, il y a des guerres de résistance contre l'oppression coloniale, et en tant qu'écolo, on ne va pas s'opposer à la libération des peuples opprimés sous prétexte qu'ils feraient une guerre pour se libérer. Donc la boussole, c'est qu'à mon avis, c'est si on veut réfléchir la viabilité de l'habitabilité de la planète, la boussole, c'est détruire l'impérialisme. Centralement, à mon avis, c'est ça la discussion. Moi, c'est ce que j'essaie de faire un peu dans le livre, c'est d'essayer de rendre concret, même d'un point de vue de l'écologie, c'est quoi en fait l'impérialisme et pourquoi est-ce qu'en tant qu'écolo, c'est ça qui doit guider en fait ton action aujourd'hui. Et il me semble que c'est un des manques peut-être qu'il y a eu dans les mouvements écolos plus qu'on a connus historiquement, et que par contre c'est des éléments intéressants et subversifs dans le renouveau du mouvement écolo actuellement, de prendre en compte cette question-là. Donc moi je formulerais pas tant guerre, paix, parce que j'ai l'impression que c'est plus des abstractions de cette manière, que la lutte contre l'impérialisme comme boussole. Et la lutte contre l'impérialisme comme boussole, ça veut aussi dire s'opposer aux guerres impérialistes. C'est ça qu'il faut comprendre, et s'opposer à son propre impérialisme en priorité.
Moi, je le formulerai comme ça pour répondre un peu à cette question du chat. Mais... Bah, je pense que ouais, justement, cette question de l'anti-impérialisme, c'est ce qui permet de sortir d'une écologie morale, enfin voilà, d'un combat sur le plan moral pour passer sur un combat plus voilà, politique et matériel aussi, quoi. Donc, Ouais, tout à fait. Mais avant de revenir sur la question impérialiste, donc toi, oui, c'est plutôt, vous, j'imagine, c'est plutôt s'opposer, mettre en avant une doctrine anti-impérialiste au sein de l'écologie que l'abstraction de la guerre. Avant ça, aussi, là, on parle de la pollution par les guerres, mais quid de l'industrie de l'armement en lui-même? Est-ce que l'armée est polluante seulement quand elle produit des guerres, elle rentre en conflit, ou est-ce que toute l'industrie militaire est polluante de base? Et je pense notamment à Jean-Baptiste Fressos, qui a développé le concept de Thanatocène, il me semble. Qu'est-ce que vous pensez de ce concept, lui, pour mettre en avant le poids de l'industrie militaire là-dedans? Ouais, bah allez, Allez. c'est un concept super intéressant, mais l'idée de Fressos et de Bonneuil, qui est un autre historien avec lequel il bossait, c'était de dire on n'est pas dans l'Anthropocène, c'est-à-dire on n'est pas dans l'ère où l'humanité a détruit la nature, on est dans une époque géologique où certaines parties de l'humanité, les classes dominantes, les classes occidentales, l'Occident de manière générale, l'armée, l'industrie, etc., sont des secteurs spécifiques qui sont responsables de la crise écologique. Donc ils ont formulé plein de concepts pour dire, il y en avait plein d'autres, occidentalocène par exemple, anglocène, etc. Oui, Il y a un le chien sur le il y a le plateau, chien qui est là. c'est pour ça. Il y a des vivants non humains qui nous rejoignent. Communisme des vivants. Elle Et, a sa place. bien sûr, Elle est bien sûr. Et du coup, c'était des concepts utiles pour dire, bon, arrêtez de dire que c'est l'humanité. C'est pas l'humanité en général, c'est le système de classe capitaliste occidental, etc. Et Ça dans rejoint ce le terme système- capitalocène. Complètement, ça rejoint le ouais. terme de capitalocène qu'ils ont proposé aussi à un moment. Et effectivement, ils ont mis beaucoup l'insistance sur la question militaire et sur la centralité de l'armée. Et l'armée, effectivement, elle pollue énormément, même quand elle n'est pas en train de faire des guerres. C'est des ressources énormes qui sont accaparées. Mais en fait, j'ai quand même toujours un peu un truc qui me dérange au fait de parler de l'armée en termes du type de pollution qui provoque, comme si c'était simplement le problème, c'était simplement les conséquences de l'armée. Or, en fait, le but des armées impérialistes, c'est quand même de conquérir des territoires, de conquérir des terres, de dépeupler ou de repeupler des espaces pour acquérir des ressources et pour ouvrir de nouveaux marchés. Donc en fait, c'est pas le problème, évidemment, il y a des problèmes de pollution, mais Oui. c'est des questions secondaires, en fait, les pollutions. Le problème, c'est le rôle structurel des armées impérialistes qui ont pour fonction précisément de détruire les rapports de société non occidentales à leurs terres. Et tu vois, on peut dire la fonction de l'armée israélienne comme destruction de la nature, comme mode de domination des Palestiniens. Tu vois, c'est un truc qui précède la question du type de pollution. C'est genre, on détruit les espaces parce qu'on détruit le type de rapport dans lequel les Palestiniens, mais en fait tous les peuples colonisés, vont pouvoir subvenir à leurs besoins et à leur subsistance. Et donc on les prive du lien nécessaire à la nature. Et ça, c'est une dimension structurelle des armées coloniales et impérialistes qui précède très largement la question des pollutions. Tu vois, c'était déjà le cas pour les armées, elles polluaient pas parce qu'elles naviguaient à voile. Et c'était déjà des armées qui, écologiquement, avaient pour fonction de conquérir des terres, de détruire les rapports à la terre, de détruire les moyens de subsistance, etc. Donc je pense qu'on ne peut pas se focaliser uniquement sur la question de la pollution, quoi. Mais j'ai l'impression que pour convaincre certains écolos, faut plus lui dire, oula, il y a des petits chiens qui vont mourir en Palestine que des Palestiniens qui meurent en Palestine. Ouais, même d'un point de vue stratégique, est-ce que d'un point de vue pragmatique, vous utilisez l'argument? Pour vous, il faut le balancer, il faut parler du fondement même de la guerre. En fait, on peut parler des deux parce que les chiffres ils sont très parlants sur qu'est-ce que ça produit en termes de pollution, le réarmement. Là, je lisais un texte de Kem Rogali, qui est un anglais très bien que je vous invite à lire. Il y en a des biens, des Il y anglais. en a vraiment des biens. Voilà. Et bref, qui a écrit un article dans lequel il expliquait que les projections là, des conséquences du réarmement européen, c'est qu'il va y avoir une augmentation de 12% des émissions carbone
lié juste à Mmh. ce réarmement, pas encore à la mise en œuvre Mmh. des guerres qui vont être liées à cet armement. Oui, juste la production. Juste la production, ça augmente déjà de 12% les émissions en Europe, quoi. Donc en effet, c'est assez énorme. Mais par contre, je suis vraiment d'accord avec toi sur le fait qu'il faut aussi faire un travail d'aller voir dans l'histoire coloniale de nos pays où l'armée, elle est intrinsèquement liée au fait de mettre en place des monocultures, en fait, tout ce qui est la base du modèle agricole moderne qui est vraiment une catastrophe pour notre environnement, pour notre subsistance, etc., a été mis en place aussi par la force armée dans un certain nombre de territoires, avec à chaque fois les conséquences qu'on connaît aujourd'hui parce que ça s'est soldé aussi avec des pollutions des sols, des destructions énormes et qui ont des conséquences actuelles sur les populations et qui en auront encore pendant probablement des centaines d'années. Donc, Mais justement, ouais, tu voulais. Ouais, moi je voulais bien dire, je suis tout à fait d'accord avec comment tu le présentais, mais à mon avis, d'une certaine manière, il faut voir que on peut utiliser, mobiliser d'une certaine manière Ouais. un certain nombre d'arguments, même écologiques en fait, contre l'impérialisme, dans le sens où il me semble que dans l'écologie ces dernières années, on a beaucoup oublié d'une certaine manière à quel point l'impérialisme est un moteur de la crise écologique de manière générale. Pour le dire rapidement, vous voyez qu'on en a fait des caisses et à raison sur la question des jets privés typiquement ou des avions. Mais qui parle des rafales dans l'écologie? Oui. Qui parle des ventes de rafales? Personne, d'une certaine manière. Et c'est une image, hein, bien entendu, mais vous voyez qu'il y a une espèce d'impensé énorme. Et à mon avis, c'est quand même puissant de sortir le complexe militaro-industriel et par là, en fait, la logique qui l'accompagne, qui est l'impérialisme, de cette impensée dans l'écologie. À mon avis, c'est un travail nécessaire. Et de renouer avec une forme d'héritage d'une écologie qui a su, en fait, lier ces questions profondément. Et typiquement, voilà, les termes qu'on peut utiliser comme écocidaire pour dire aujourd'hui un grand projet inutile ou un truc comme ça. J'avais posé cette question de l'écocide. Est-ce que voilà. c'est des termes que vous utilisez ou est-ce que vous êtes plutôt... Parce que c'est un terme, tu vois, qui naît, à la base, c'est des scientifiques et des opposants à la guerre du Vietnam qui voient en fait la logique génocidaire des États-Unis au Vietnam, dépendre des pesticides à échelle industrielle sur les forêts pour éviter que la résistance puisse s'y cacher, mais aussi de mener les premières expériences de géo-ingénierie à grande échelle, un peu comme aujourd'hui en fait, c'est aussi en Palestine et les forces armées israéliennes qui font ce genre de truc. Le terme l'écocide naît dans cette confrontation-là, dans la dénonciation de l'impérialisme américain au Vietnam, et à mon avis renouer d'une certaine manière avec cette logique, c'est quelque chose qui peut être intéressant, puissant, pour une simple et bonne raison qui est que le militarisme, les guerres sont des destructions en tant que telles, mais il faut comprendre l'itinéraire sur lequel on est. On parle beaucoup on est sur un itinéraire de crise écologique qui s'approfondit, qu'on est en train de dépasser tous les seuils du changement climatique, etc. Mais que si en plus de ça, le capitalisme décide de se réarmer massivement et qu'on va se foutre sur la gueule, à mon avis, c'est quand même un argument puissant pour dire regardez où on va. Il faut absolument changer cette trajectoire-là, quoi, d'une certaine manière. Donc moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais, qu'il faut absolument éviter ce truc de bilan carbone des bombardements sur les gosses à Gaza. C'est infâme. Non, mais il faut faire les deux. Mais par contre, voilà, il y a une idée quand même, à mon Ouais. avis, de la trajectoire sur laquelle le capitalisme et l'impérialisme sont en train de nous placer, de se réarmer en plein milieu d'une crise écologique qui est historique à l'échelle de l'humanité. Et que ça, à mon avis, c'est quelque chose de profond et de puissant pour dire que oui, aujourd'hui, la révolution, se soulever contre cette trajectoire relève tout simplement du bon sens et de la survie de l'humanité, littéralement. Donc, je pense que c'est... Voilà. Oui, j'imagine que pour vous, déjà l'argument principal, c'est de dire que l'impérialisme et donc les guerres, ça tue des gens. Mais en plus, argument supplémentaire, ça pollue. Donc c'est une raison supplémentaire pour s'opposer à ça. C'est ça, grosso modo. Ouais, mais ça pollue, mais aussi juste l'instrument de... Enfin, la destruction de l'environnement est un instrument de ces guerres. Donc c'est même pas juste les bombes polluent et
ça tue des gens, c'est que vraiment Ça sert à c'est vraiment un instrument de guerre en fait, les destructions de l'environnement, enfin le fait de polluer les eaux, d'avoir Détruire la les main, cultures. ouais, détruire les cultures, détruire la capacité de subsistance, répandre des pesticides, etc. C'est des armes de guerre aussi, et ça fait partie de cette dynamique-là, donc même au-delà des rafales, quoi. Et au long cours, par ailleurs, parce Ouais. que c'est l'agent orange, typiquement, c'est un truc, ça tue des gens et ça rend malade des gens instantanément. Mm, mm. Mais au Vietnam, il y a encore des gens Mm, mm. qui, en fait, subissent les conséquences parce que c'est des produits qui altèrent l'ADN, qui restent dans les graisses humaines, qui se transmettent de la mère à l'enfant. Et ça veut dire que ces ravages-là, ça se transmet sur des générations, etc. Oui, tout à Mm. fait, Et à Gaza, toutes les nappes phréatiques, elles sont Voilà. polluées. Enfin, donc en fait, il n'y a plus d'eau potable. Et c'est un instrument du génocide. Et en même temps, ça a des conséquences très concrètes sur l'environnement aussi, quoi. Tu voulais ajouter un point, Paul? Ouais, parce qu'en fait, je pense que Vous êtes très poli, hein, je vous trouve très mignon. c'est hyper, Vous êtes tous très polis. On se regarde à chaque hyper fois. entrelacé. Ouais. C'est hyper entrelacé parce que là, c'est aussi une cause. Tu vois, l'impérialisme, il est aussi écologique, c'est-à-dire il faut aller récupérer des terres, des ressources, etc. Donc à la fois, c'est une cause, l'accaparement des ressources, c'est un moyen de la guerre coloniale, de la guerre impériale, et c'est un effet. Donc moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut voir qu'à chaque niveau de la guerre, à la fois dans ses objectifs, dans ses moyens et dans ses conséquences, c'est là où il faut penser le lien avec l'écologie et pas simplement se centrer sur le dernier qui est les effets et les pollutions, quoi. Ouais. Mm, mm. Et tout à fait. en plus, il me semble que le cycle infernal dans lequel on rentre, c'est que ces guerres aggravent la catastrophe climatique qui, elle-même, aggrave les risques de guerre. Mm. Et c'est là où je voulais en dire sur est-ce qu'on n'est pas rentré là dans une nouvelle période où même le greenwashing de la part des dirigeants s'est terminé? Parce que là, j'ai l'impression qu'avant les années 2020, tout le monde, il y avait des promesses, on va réduire, même Macron qui se présentait comme le président vert et tout. Et là, j'ai l'impression qu'on a totalement abandonné et qu'on est rentré dans une autre phase où on va accepter qu'on va rentrer dans une catastrophe et on va essayer de gérer cette catastrophe. Est-ce que c'est une impression qui est totalement fausse ou on entre vraiment, par exemple, quand on voit Trump et sa politique qui est clairement climato-négationniste, est-ce qu'on rentre dans une nouvelle ère? Bah, on discutait un peu tout à l'heure, Ouais. là, juste avant, mais c'est la thèse en fait défendue par Andreas Malm, Oui, dans son dernier livre. Overshot, qui est vraiment excellent et qui thématise ça en fait, et tout à fait l'idée en fait que on abandonne sciemment les seuils qu'on avait un peu définis pendant les accords de Paris, etc., de 1,5 degré de réchauffement d'ici à la fin du siècle, en disant de toute façon c'est intenable de cette manière. Il y a un discours comme ça qui existe, c'est intenable. Dans tous les cas, on va le dépasser. Mais par contre, on va revenir en arrière Oui. grâce à tout La un tas géo-ingénierie. de dispositifs techniques, quoi. De cette manière, en fait, c'est le capitalisme qui est incapable de régler le problème qu'il a causé et qui s'offre une forme de justification pour poursuivre sa course en avant. Et c'est très intéressant. Andreas Malm, il dit, donc ça, c'est le discours de l'overshot, qu'on va dépasser les 1,5, mais on va revenir en arrière de cette manière. Et il dit, c'est un discours qui est une anti-révolution, un discours qui est de l'ordre de l'anti-révolution, de dire vous inquiétez pas, le chaos est sous contrôle, quoi. Ouais. Tout va bien marcher, etc. Ça va être mouvementé un certain temps, mais Voilà, on donc va capturer. il y a tout à fait, je pense qu'il y a tout à fait ça dans l'ambiance générale, mais il me semble justement qu'il faut, comme je disais un peu tout à l'heure, qu'il faut faire attention au fait que tous les discours écologistes ou se prétendant écologistes aujourd'hui ne sont pas forcément progressistes ou ne sont pas forcément à la hauteur des éléments. Et typiquement, le fait qu'il y ait ces reculs énormes, le fait qu'il y ait, on parle de green backlash, de tout ça, etc., à mon avis, donne plus d'espace à des options éclatées, mais qui survivent et qui arrivent à vivre tellement, en fait, c'est le désespoir partout. Et en fait, on va te proposer un truc qui est éclaté, mais vu qu'il n'y a rien d'autre, en fait, ça va un peu mordre. Et je pense qu'il y en a qui profitent de ça. Et typiquement, l'écologie de guerre que j'étudie dans le bouquin, ils sont sur ce créneau, quoi. Des options éclatées, mais il n'y a rien d'autre, donc prenez mon truc, quoi. On va y venir, mais juste avant, parce que moi j'entends aussi beaucoup que
la zone qui va le plus être touchée et qui est peut-être celle qui est le plus touchée par la catastrophe climatique, c'est les pays du Sud. Donc la première question, c'est est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que les pays du Sud sont plus touchés par la catastrophe climatique? Et est-ce que c'est l'une des raisons qui fait que les pays du Nord, je pense notamment la Russie, qui le réchauffement climatique peut même être des opportunités sur certains points. Est-ce que c'est l'une des raisons qui explique aussi le moindre intérêt des pays du Nord sur cette question-là? Qui Parlez, ouais. Bah, alors, moi, je peux pas englober tout, mais en tout cas, oui, il y a un truc où, comme l'impérialisme et de toute façon le système capitaliste en général a organisé un développement différencié et inégal des pays du Sud et des pays du Nord, en fait, on peut aisément penser qu'en fait ces pays sont moins équipés en termes d'infrastructures pour résister à des catastrophes climatiques. Donc ça, c'est le premier point qui est un peu basique et évident, mais je pense qu'il faut le souligner quand même. Par ailleurs, il y a une tendance à exporter nos industries polluantes en fait, Ouais. dans ces pays-là. Et donc, les endroits où les conséquences en fait, sont les plus grandes, en effet, c'est dans les pays du Sud, parce que c'est là-bas que l'extractivisme se trouve et se déploie, etc. etc. Et c'est aussi des pays dans lesquels en fait, depuis longtemps en fait, c'est organisé que nous on capte leurs ressources, en fait, que les pays du Nord s'accaparent leurs ressources. Donc déjà hors crise climatique, c'est des pays dont on a privé en fait de l'accès à leurs propres ressources. Donc dans un moment où ces ressources deviennent de plus en plus rares, il est fort à penser qu'en fait nous en continuant de se les accaparer, ils auront plus du tout accès ou quelque chose de cet ordre-là, quoi. Oui, parce que sur la France, on entend souvent que l'un des arguments qui est donné par ceux qui veulent ralentir aussi la lutte écologiste, c'est de dire ah, mais on est l'un des pays qui pollue le moins. Est-ce que c'est vrai ça? Non, Non. pas du tout. Non. Bon, évidemment Non, non. pas du tout. Mais parce que eux, ils font ah, mais regardez les émissions de la France. Oui, mais ça, que c'est les indicateurs. Enfin, après, ça, c'est classique, mais on peut faire. Enfin, les indicateurs selon lesquels tu prends, c'est assez facile de dire un peu tout et n'importe quoi. Mais il y a un truc que nous, on doit regarder aussi, c'est le flux entier du capital, entre guillemets, quoi. C'est qu'en fait, il n'y a pas seulement. Le capital français, c'est pas juste ce qui est produit sur le territoire français. Enfin, même si. À partir de là, on pourrait déjà se dire que c'est polluant, mais c'est qu'en fait, encore une fois, on a exporté les parties les plus destructrices, les plus polluantes, les plus dangereuses pour la santé des gens, même si il y a des conséquences sur la classe ouvrière française aussi, hein, mais hors de nos frontières. Mais en fait, ça ne veut pas dire que c'est pas le capital français qui en tire les profits et qui tire les profits de ces industries polluantes. Et il y a plein d'exemples comme ça. Mais par exemple, ici, on va dire que le nucléaire, c'est hyper écolo, que c'est top, que ça produit pas d'émissions et tout. Mais en fait, c'est parce qu'on regarde pas où on est allé extraire l'uranium, quel trajet ça a fait, etc. Et en fait, du coup, si on regarde l'entièreté de la circulation de cette énergie, on voit bien que c'est pas du tout une énergie verte ou quelque chose de pas polluant. Mais bon, c'est un exemple. Oui, et puis au-delà de ça, la France, c'est quand même le deuxième exportateur d'armes au monde. c'est On le rappellera jamais assez. Donc, même si c'est pas une des forces les plus polluantes au monde, c'est quand même la principale menace qui pèse sur les peuples à l'heure actuelle. Enfin, une des principales menaces qui fait planer, qui plane sur la planète. Donc, je pense qu'il y a une responsabilité historique quand même des pays du Nord à se saisir de ces questions-là, très très clairement. Mais d'ailleurs, en plus, sur la question extractiviste, il me semble que le nucléaire armé, c'est pour ça qu'il y a des interventions en Afrique ou je me trompe Tout le nucléaire. Tout le parce qu'il y nucléaire, avait des il y a discours pas de... de- Non, c'est que le truc armé. Non, mais c'est tout ça. le Il n'y nucléaire, a pas de c'est- séparation de ces deux secteurs, en fait. D'accord. Mais en fait, en général aussi, mais on l'a vu en fait pendant le génocide à Gaza, en fait que, ce qui est militaire ou les technologies militaires, en fait, c'est pas un secteur qui est hermétique au reste de l'économie, et qu'en fait, il y a beaucoup de ponts. Donc en fait, il n'y a pas, il y a ni, dans pas mal d'industries, en fait, il n'y a pas de séparation entre le civil et le militaire. Et D'accord. notamment le nucléaire, c'est historique. Et dans ton livre, tu parles à un moment justement des luttes antinucléaires, qui datent un peu, mais qui sont un peu aussi des origines Et même du surtout mouvement écolo. des Ouais. luttes des personnes qui vivent soit en Polynésie, soit en Algérie, Oui. parce qu'il y a les luttes antinucléaires et il y a les luttes des personnes qui ont été exposées aux pollutions des essais nucléaires Ouais. français, Ouais. en Polynésie française notamment, où ils ont expliqué quand même que si les gens avaient plus de cancer, c'est parce qu'ils mangeaient trop de poissons, alors qu'ils ont été exposés à des dizaines Ouais. d'explosions proches de chez eux, qui sont bulocontaminés, etc. Donc c'est quand même un élément.
Mais peut-être pour revenir sur la question de la France, et la France polluerait pas beaucoup, etc. À mon avis, c'est euh, déjà c'est un argument assez régulier et y compris sur lesquels s'appuient beaucoup même d'organisations de gauche pour dire il faudrait un protectionnisme vert pour protéger limite la France des pollutions extérieures. C'est ça qu'on nous dit, hein. C'est dans le programme de la France Insoumise, c'est dans le programme d'Europe Écologie Les Verts, je crois. Enfin, c'est vraiment un truc qui est partagé, mais la France, tu disais, les exports d'armes, la France exporte des pesticides qu'elle interdit sur son propre sol parce que trop dangereux. Oui. La France, c'est le pays de Total. Total, quand il va installer des pipelines chauffés en Ouganda et en Tanzanie, déjà, il le fait avec les réseaux d'ambassades de la France-Afrique, il le fait en formant des militaires qui vont aller réprimer les populations locales, etc. À partir du moment où tu es en fait une puissance impérialiste, oui, il y a une logique en fait de exporter tes pollutions et rapporter des flux de matière, etc. Donc en fait, tu es une puissance qui détruit massivement en externe. Et à mon avis, c'est un élément très important parce que tous les discours un peu de l'écologie de guerre, etc., nous expliquent qu'il faudrait faire face aux puissances fossiles, prédatrices, etc. Mais la France en est une, c'est le pays de Total et de LF avant. C'est une puissance fossile, c'est une puissance fissile, c'est une puissance extractiviste minière qui a des entreprises. Et Eramet, c'est une entreprise dont l'État possède des parts. Macron, quand Milei est élu en Argentine, une semaine plus tard, il est dans l'avion pour serrer des pinces pour en fait sécuriser les marchés d'Eramet dans le triangle du lithium. Donc, c'est vraiment ça, la France. C'est pas un havre vert qu'il faudrait protéger de l'extérieur, c'est un centre impérialiste qui crée des destructions vers l'extérieur et dont nous, comme vous disiez, on a une responsabilité vis-à-vis du reste du monde de bloquer et de détruire depuis l'intérieur ce centre de destruction. Et je pense que c'est très important et qu'effectivement, cette logique de dire oui, la France, elle pollue peu, etc., il faudrait la protéger, c'est une logique qu'il faut absolument combattre totalement. Ouais. Ouais, et je trouve que... Oh, pardon. Non, vas-y. Vas-y, après Paul. Non, mais juste, ouais, c'est ce qui ressort clairement de ce que tu dis aussi, c'est qu'on retrouve vraiment les trois piliers du colonialisme historique, donc à savoir donc déjà une économie prédatrice basée sur le pillage, l'extractivisme, etc., une domination politique et raciste qui fait que justement ces entreprises comme Total peuvent commettre les pires violations des droits humains, exproprier des gens, les violenter pour avoir accès à leur terre. Et le troisième point, c'est une mission civilisatrice. Donc en fait, ce discours de justification morale, aujourd'hui, c'est l'innovation technologique, c'est le développement, c'est la numérisation sous couvert aussi de transition écolo, etc. Donc on est vraiment dans ces mécaniques coloniales et impérialistes. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire confiance à l'État français pour mettre en place des scénarios de transition écologique qui ne s'appuient pas sur ces piliers coloniaux historiques. D'ailleurs, comme quelqu'un faisait remarquer, pour la transition écologique, notamment pour les panneaux solaires, il y a besoin de mines au Congo et donc ça peut même être le capitalisme vert. Cette transition a besoin de cet impérialisme. Paul ? Ouais, alors juste pour réagir là-dessus, c'est clair que même sur la transition énergétique, tu vois des batteries au lithium, il faut aller chercher du lithium. Il est majoritairement entre l'Argentine, la Bolivie et le Chili. Et il y a des investissements massifs qui construisent déjà la possibilité de guerre interimpérialiste, c'est-à-dire investissement massif des États-Unis en ce moment avec rapprochement avec les extrêmes droites d'Amérique latine. Et il y a déjà eu des investissements massifs de la Chine dans ces pays-là à un niveau infrastructurel avec un système de dette mis en place par la Chine qui fait que c'est des économies qui deviennent de plus en plus dépendantes de l'économie chinoise. Et donc là, tu vois que en fait, la transition énergétique elle-même, elle amène des guerres. Elle risque d'amener, parce qu'elle met déjà en place les structures pour faire des guerres interimpérialistes. Et ça, c'est super intéressant, parce que comme idée de l'écologie de guerre, c'est vraiment l'inverse. C'est-à-dire l'écologie, elle ne se saisit pas de l'occasion des guerres. Elle risque d'en produire de nouvelles pour assurer ces phénomènes de transition énergétique. Moi, ce que je voulais dire juste avant, mais je veux pas être trop long, mais parce qu'en fait j'ai l'impression qu'il y a deux types de discours qui se mettent en place chez les dominants. Il y a le discours Green Backlash, Trump, Milei, on s'en fout de l'écologie.
climato-négationnisme complet, et on y Oui. va à fond. C'est Drill, l'overshoot. drill. Tu vois. Ouais. Un des grands néoconservateurs écolos américains qui s'appelle Peter Schellenberger, Mm. qui a été hyper influent, il dit mais en fait la crise climatique c'est super. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Apocalypse Zéro. Il dit c'est super, c'est une nouvelle occasion pour montrer la capacité des êtres humains à s'adapter Ok. et de quelles sont les meilleures sociétés capables de s'adapter. Ok. Faut Nous, darwiniser on la est en société. bonne situation pour s'adapter mieux que les autres. Ah bah tiens. Et donc, du coup, pas de problème avec la crise climatique, tu vois, on y Ok. va à fond. Ça, Il y a c'est un le truc pro- très eugéniste aussi. hyper darwiniste, social, Ouais. eugéniste. Ouais, on est va au gagner. 19e siècle là. Ouais. Ah, de ouf. C'est hardcore. Les meilleurs vont s'en Et- sortir. Ah, les meilleurs vont s'en sortir et Ouais. les autres, c'est pas grave. De toute façon, ils étaient moins bons, donc ça va Ouais. faire de la sélection naturelle, quoi. Ouais. Enfin, voilà. Ça, c'est le premier type de discours hyper radical, etc., qui est peut-être un peu moins présent en Europe quand même que ça. Mais par contre, en Europe, il y a un autre type de discours qui est pas moins grave. Je pense qu'il y a un discours type Green New Deal, Green Deal, etc. On fait. Et ça va revenir, là on en parle un peu moins, mais ça va revenir. On fait de la transition énergétique, on développe chez nous des systèmes de transition verte, on s'installe bien et tout ça. Mais le présupposé de ça, c'est un impérialisme hyper fort pour l'accès aux ressources qui permettent la transition énergétique et un discours d'apartheid climatique. Mm. Ce que tu Ouais. disais tout à l'heure. Donc, si on veut faire de l'écologie chez nous, il faut surtout qu'on se protège des musulmans, des Ouais. migrants, de tout ce qui vient de l'extérieur. Donc, en fait, l'envers du Green Deal tel qu'il est pensé par les élites européennes, c'est apartheid climatique et impérialisme vert. Ouais. Mm. Franchement, j'ai pas vraiment envie de choisir entre les deux. Tu vois. Ouais. C'est pas. Mm, mm. Mais et ça me fait penser à on a fait ça en club de lecture dans le chat sur le livre de Hassan Haj sur le Ouais. loup et le musulman Ouais. qui explore ce lien entre le racisme et la catastrophe climatique. Pour dire, juste rebondir, mais c'est un Vas-y. mot, mais à quel point c'est ce truc, et moi je suis tout à fait d'accord, quoi, est vrai. Dans les textes de Frontex, dans leurs textes de Mhm. doctrine et de réflexion, ils disent la première menace pour la sécurité des frontières La européennes. sécurité des frontières. Oui, Mais- c'est comme on parle les- de ça Ouais, ici. elles sont en danger, les frontières. on parle C'est C'est de comme sécurité des les frontières. familles des vitrines, tu sais. Oui, c'est un mais peu c'est ce- dingue comme mot. La sécurité des frontières. Non, mais Ok. il le formule comme ça. La première menace, c'est la crise climatique. Donc en Ok. fait, ça veut Mhm. dire, Ouais. ça veut dire qu'il y a vraiment cette pensée-là, quoi, Ouais. de Ça va ramener penser des Arabes et des Noirs. Ouais. comment est-ce que, en gros, l'adaptation climatique, il y a l'enjeu un peu industriel, les panneaux solaires, les machins, mais il y a la question de la militarisation des frontières. Et Ouais, que eux, complètement. leur politique d'adaptation climatique, c'est ça. En Europe, les financements de Frontex qui Ah ouais. ont explosé, etc., c'est Mhm. vraiment une politique, je pense, consciente, et ça pointe l'enjeu absolument central. Que la première mesure écolo de base, c'est l'ouverture des frontières. C'est lutter contre les frontières européennes, lutter contre nos propres frontières et l'ouverture des frontières. Ça, c'est vraiment ça devrait être une évidence partagée absolument unanimement dans tout le champ de l'écologie. Enfin, moi, ça me semble évident, quoi. On va aller plus en détail sur cette écologie de guerre. Juste avant, merci pour les dons. N'hésitez pas à donner. Aussi sur YouTube, il y a les liens en description pour soutenir le plateau, pour qu'on puisse continuer ce genre d'émission parce qu'on ne vit que grâce à vos dons. D'ailleurs, on n'a plus le CNC, donc c'est. Donc, n'hésitez pas à soutenir. Et je rappelle aussi le nom des invités parce qu'on nous le rappelle souvent vu qu'on n'a pas de bandeau. Il y a Vincent Rissier, il y a Paul Guilibert, il y a Lila. J'ai oublié ton nom de famille, j'ai juste mis Mouli. Lila. Tu m'excuses. Il n'y a aucun souci. Et, Vraiment, j'y tiens pas. et Camille Le Saffre. Là, ce qui est intéressant, c'est que là, comme tu as dit, il y a, dans le mouvement écolo, il est hétérogène, il y a différents mouvements et tout. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'une bonne partie, c'est quand même rallié à la guerre, mais il y a quand même pour moi deux camps. Il y a celui qui va soutenir l'armement sans avoir vraiment de discours écolo derrière, en mode, bon, il y a le danger de la Russie, effectivement, Mhm. là, il y a la priorité, j'entends beaucoup de discours comme ça, il y a la priorité quand même, il faut se défendre, c'est vrai que c'est pas très écolo, mais il y a le danger. Mais il y a un deuxième camp qui voit la guerre comme une opportunité pour l'écologie. Et je t'avoue, pour moi, voilà, Mhm. ça me semble aberrant. Et toi, tu traites beaucoup de ça dans ton livre, et notamment l'une des figures de ça, c'est Pierre Charbonnier. Charbonnier, ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer comment cela est-il possible? Parce que pour moi, l'armée, ça détruit le vivant. Donc, comment allier cette destruction du vivant et l'écologie? Grande question, effectivement. C'est la quadrature du cercle, un peu. Déjà, juste, moi, je différencierais pour la discussion le mouvement. Charbonnier, Ouais, les gens. Pierre Charbonnier, Excusez-moi. Charbonnier Comme charbonnier.
Je différencierais juste mouvement écolo de écologie politique ou même de l'écologie institutionnelle, si tu veux, parce que D'accord. euh, dans le mouvement écolo pris comme un secteur du mouvement social, les idées de lier la guerre à l'écologie sont relativement peu à la mode, on va dire. Oui. Et plutôt, il y a plutôt une réflexion de comment on se met à la hauteur des enjeux actuels. Donc c'est plutôt dans les secteurs institutionnels, D'accord, c'est pour technocratiques, c'est chez les think tanks, élites que... etc., que ça existe, cette articulation, juste pour qu'on fasse des discussions, pour pas qu'on attribue aussi des positions. Oui. Voilà. Mais du J'ai coup, l'impression dans le mouvement écolo, tu aurais plus la tendance à oui, je suis écolo, mais quand même le risque de guerre qui pourrait être plus prégnant. voilà, et en fait, ça ouvre, moi je dis un peu dans le livre que ça rouvre des débats, si tu veux, dans le mouvement écolo, mais que d'une certaine manière, il me semble que il est relativement encore peu préparé, que c'est une question qui a été plus mise sur le côté. Il y a eu un peu l'illusion des dividendes de la paix, quoi, d'une certaine manière, et que on se retrouve dans une situation de guerre, d'impérialisme, de génocide beaucoup plus prononcée, qui réveille ces débats-là de manière un peu brutale et qui crée un certain type des difficultés à se mettre au niveau. Et moi, j'espère que mon livre, il aide en tous les cas un peu à ça. Mais bon, c'est une discussion un peu sur le côté, mais c'était pour pas qu'on attribue Oui. ça. Mais en tous les cas, l'idée donc de l'écologie de guerre, peut-être déjà en fait qu'il faut il faut voir quand ça émerge. Donc en fait, ça émerge à l'occasion quand en fait Poutine envahit l'Ukraine, une situation qui met l'Europe très en difficulté d'un point de vue de ses dépendances énergétiques. Il y a beaucoup de dépendances pétrolières vis-à-vis de la Russie. Et on voit émerger, à la base, en fait, c'est un discours qui vient de la Commission européenne, qui vient de D'accord, l'Agence ok. internationale de l'énergie. C'est un discours institutionnel vraiment des institutions, des classes dominantes qui font cette liaison en disant on va saper les bases de la guerre de Poutine en arrêtant de lui acheter du pétrole et par la même occasion on va faire la transition énergétique. Moi, ce que je dis dans le bouquin, c'est que sur le papier, franchement, c'est plutôt sympa. Enfin, Ouais. si ça marchait, ça serait génial. Ça ne marche pas, comme tu revenais très bien dessus. En fait, la transition qu'ils nous proposent, elle repose sur l'impérialisme, donc ça ne fonctionne pas. Mais du coup, à la base, ça naît d'un truc institutionnel. Et en fait, Pierre Charbonnier, lui, il va, dans cette ambiance générale, il va récupérer d'une certaine manière ce discours et chercher à lui donner une profondeur théorique, philosophique, idéologique, pour incorporer ce discours qui, à la base, vient un discours de gouvernement, quoi, un discours des classes dominantes. Il va en fait chercher, je pense, à l'incorporer dans les débats de l'écologie politique, pour jouer en fait ce qu'on pourrait dire un peu le rôle un peu conseiller du prince ou think tank, quoi, D'accord, ouais. et pour fournir des arguments aux écolos soit technocratiques, soit aux écolos institutionnels, etc. Et pour dire, en fait, souvent les gens connaissent pas forcément l'écologie de guerre en tant que telle, mais ils ont vu... C'est un non-sens pour... Oui. le coup. Ouais, mais ils ont vu les campagnes. Ils ont vu les des campagnes Verts, des Verts, ils ont vu Marine Tondelier, et souvent, ils ont vu Marine Tondelier sur les plateaux télé en mars 2025 expliquer que l'écologie doit faire partie de l'arsenal de guerre, qu'il faut en fait décarboner pour faire une Europe forte. Ils ont vu en fait ces discours-là, et en fait ces discours ils sont structurés, aidés par cette théorie en fait de l'écologie de guerre. Donc en fait l'idée à la base c'est vraiment faire d'une pierre deux coups, quoi. Transition et souveraineté européenne, d'une certaine manière. Et le problème, c'est que en fait, ils utilisent la séquence, l'écologie de guerre utilise la séquence ouverte par la guerre en Ukraine pour dire, bah voilà, si on peut faire ça dans le cas de la guerre en Ukraine, Donc, on peut le faire de manière générale, et ça montre que l'écologie doit converger avec les intérêts sécuritaires, de défense et militaires des États européens. Et c'est ça le projet, de faire converger ça et de montrer que c'est compatible. Donc, ça a peu de matérialité, si tu veux. Oui, concrètement, je vois pas trop. Bah, eux, ils disent que si. Même si nous, on a des chiffres et tout. C'est faux. mais il me semble que sur le papier, ils disent il faut qu'on soit autonome de la Russie, de ces puissances qui sont. Oui, mais on va acheter aux États-Unis. Bah oui, c'est ça, c'est une partie de l'argument. Mais on n'achète pas la même chose aux États-Unis. Mais
Mais oui, en effet. Mais du coup, voilà. Mais du coup, ils sont en mode, OK, il y a des puissances qui sont prédatrices, qui sont des dangers pour l'Europe, etc., etc. Et il faut qu'on soit autonome de ces puissances. Il y a une convergence entre l'autonomie en termes de puissance militaire et l'autonomie énergétique, puisqu'on ne pourrait pas vraiment leur faire la guerre si on n'est pas autonome de leurs ressources, quoi. Ouais. Voilà. Oui, et on voit que c'est une instrumentalisation qui est bien utile pour les intérêts des industriels miniers, justement. Donc, tu parlais donc, au niveau européen. Là, on assiste en fait à un démantèlement de 40 ans, on va dire, de progrès en termes de cadre, de normes juridiques pour protéger les droits environnementaux et humains. Et en fait, l'Union européenne, suite justement à la guerre en Ukraine, a sorti des documents, des cadres normatifs qui encouragent les États membres à accélérer l'activité minière. D'accord. Et donc, du coup, tu as un peu l'équivalent de la classification secret défense, mais pour des projets miniers. Donc, les projets stratégiques européens, si on leur colle la qualification de projet stratégique, c'est-à-dire que c'est écrit noir sur blanc que c'est efficace, c'est pas mal. c'est le totem d'immunité. Et en gros, c'est écrit noir sur blanc que ce sont des projets d'intérêt général supérieur, un truc comme ça. De la nation, j'imagine. Exactement. Et que du coup, ils peuvent déroger aux droits de l'environnement et humains. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est la principale menace pour les peuples autochtones aujourd'hui. Les droits, les droits à faire des recours, à critiquer ces projets est de plus en plus compliqué. Les litiges sont sont un peu expédiés. La justice administrative, elle passe un peu tout ça sous le tapis. Et donc, c'est pour dire qu'il y a vraiment une instrumentalisation au profit des capitalistes du secteur minier. Mais dans une écologie de guerre. Voilà, dans une écologie de guerre, du coup. Mais petite parenthèse, il n'y avait pas un projet en Guyane française on a des nouvelles de ça, j'ai pas du tout suivi, d'une mine. De la montagne d'or. Ouais, la montagne d'or. Quelqu'un a des infos sur ça, non? Pas Non. récente. Ouais. Ok. Bon, c'est pas très grave. On vient de se outer, ne suivent pas l'actualité. Ah non, mais moi, il y a une actualité en Kanaki autour du nickel. Donc, il y a un projet stratégique européen qui s'appelle le projet Calédonie. Et en fait, c'est un enjeu absolument central dans la tentative de saboter la décolonisation de l'île par l'État français. En fait, cet accès au nickel calédonien est vraiment central. Et du coup, on voit qu'il y a une ingérence à la fois européenne et française dans le processus d'indépendance des Kanaks. Ouais, mais juste je rebondis parce que tu vois, c'est une phrase que je trouve géniale de Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, qui a fait une conférence de presse avec Lula pendant la guerre en Ukraine. Le président du Brésil, pendant la guerre en Ukraine et à propos des métaux rares qui permettent la transition énergétique. Et elle dit l'Europe est de retour en Amérique latine. Ouais, t'as raison. Tu vois, ils assument totalement le fait là que... pourquoi déjà? Ouais, voilà, c'était quand déjà? Est-ce qu'on était là? C'était pour faire quoi? Attends, je me souviens plus. C'est une folie. Du coup, tu vois, c'est assumé avec un président de gauche du Brésil que, en fait, c'est bon, les politiques impérialistes, on va pouvoir les reproduire à fond pour faire la transition. Mais juste quand même sur le truc d'écologie de guerre pour essayer de sauver, parce qu'il n'y a personne pour faire l'opposition, alors je me fais l'avocat du tu vas faire le... un petit peu. Tu vas des... Allez, Vas-y. C'est quand même, lui, en fait... il se chaud. Oui, il est chaud. Non, mais je vais faire mon autocritique Bah après, après. alors, je rappelle, je laisse pas les il a autres faire ma préfacé le critique, livre. tu sais, Voilà, mais- il a préfacé le livre. Non, mais c'est quand même en fait des gens qui pensent que la logique des États, c'est la seule logique qui compte. Oui. Ouais. Comme si, tu vois, en fait, effectivement, si on se situe juste au discours de souveraineté, l'intérêt de la souveraineté pour les politiques territoriales des États, alors ouais, ils auraient intérêt à faire une transition et à être autonomes. Mais sauf que c'est pas des États neutres, quoi. Ils sont axés sur une économie politique, ils sont fondés sur une économie capitaliste. Et donc, en plus de cette logique territoriale de la souveraineté, il y a une logique économique, quoi, qui est structurante de ces logiques de ces États. Et les grands intérêts miniers, capitalistes, des énergies fossiles, ils participent à ça. Et ils font que, en fait, on ne peut pas comprendre les politiques de ces États si on se centre simplement sur l'idée que c'est des États qui veulent le bien-être de la population. Tu sais, Oui, ils ont une vision très... c'est une vision idéaliste de l'État et de la Ils ont de société. cours Quoi. d'éducation civique. Exactement, ouais. Ah. Et donc, en fait, bon, si tu introduis la dimension capitalisme,
petite dimension capitalisme et petite dimension impérialisme, tu te rends bien compte que les États, ils sont aussi le bras armé de ces logiques économiques. Quoi. Pardon, je C'est peux juste parce qu'il y a la maîtresse qui est partie, donc elle est un peu. Oh, Lulu. Donc, Pour je dire vous- peut-être aussi sur le truc, c'est. Vas-y, c'est que- vas-y. Ah, mais. Oh, Elle est en folie. Oui, parce qu'elle était bloquée. Attends, oh vas-y. la pauvre. Lulu, c'est bon. C'est bien, bien. C'est le vivant, c'est le Ben oui, c'est le vivant. Mais là, on fait le communisme ici avec le vivant. On va faire la fête à tout le monde. Oui, bah oui, j'en suis sûr. Non, mais vas-y. Non, mais Vas-y, pour dire que Pierre, Vincent. Ouais. À quel point non, mais que c'est un truc en fait effectivement que les on connaît pas forcément je veux dire le terme écologie guerre, etc., mais typiquement vous voyez qu'avec la séquence de la guerre impérialiste contre l'Iran, la crise pétrolière qui est en fait en train d'émerger, c'est un discours qui est très présent dans le discours en fait du gouvernement français, où en fait on voit tous les ministres. Je voyais le Cornu qui disait beaucoup ça, qui a fait un discours comme ça, mais expliquer voilà que l'heure est venue de faire la transition énergétique, parce qu'en fait la guerre en Iran nous montre que c'est plus un choix d'une certaine manière, qu'il va falloir accroître sa résilience, etc. Oui. Et donc c'est vraiment ça, cette ambiance-là, d'une certaine manière, et l'idée que en gros la guerre et ses répercussions économiques seraient le choc nécessaire qui manquait pour pouvoir faire la transition. Je suis tout à fait d'accord avec cette idée que c'est vraiment un idéalisme dans la réflexion en fait sur le fonctionnement des États, et avec cette idée qu'en fait on a tout essayé d'une certaine manière pour faire la transition. On aurait tout essayé. On a fait les mouvements climat, on a fait ci, on a fait ça. La seule chose qui nous resterait au final, c'est de convaincre les classes dominantes, de convaincre les capitalistes qu'ils ont un intérêt géostratégique à faire la transition, quoi. Ouais. Mais d'ailleurs, je veux dire, pour être clair avec les gens, c'est pas la notion même de transition qu'on combat, c'est que là, la transition, c'est juste au sein du système capitaliste. Genre produire pareil, mais pas avec les mêmes énergies. Et d'ailleurs, Puis en plus, ça marche même pas. Oui. Il y a Fressos qui a montré que c'était aussi une arnaque, cette idée de transition, qui n'a jamais eu vraiment de transition. Oui, on n'a pas, juste, on va juste produire plus avec différentes énergies en même temps. Et là, c'est plutôt ça qui se passe. Oui, il n'y a pas en la fait. disparition du charbon. Même, Pas je du crois tout. que c'est On a jamais- record cette année de Non, mais charbon. c'est record. Ouais, On n'a tous les jamais autant utilisé de charbon, on n'a jamais autant foré. Donc c'est juste qu'on va produire beaucoup plus. Parce que c'est la marche du capitalisme. Hein. Ils vont pas s'arrêter. Ils en ont aucun intérêt. Voilà. Mais avec une plus grande diversité d'énergie. Mais en fait, à la fin, ça produit rien d'écolo là. Oui, c'est ça qu'il faudrait qu'on ait. La transition, c'est de sortir du capitalisme, en fait. Et oui. En tous les cas, c'est la seule condition de possibilité d'une transition à la hauteur des enjeux. C'est pour dire. Alors, on va regarder une petite vidéo, mais juste 1 minute, parce que en fait, je suis allé regarder sur YouTube. Je voulais chercher une interview de Pierre Charbonnier, et la première interview que j'ai vue, c'est celle-là. On va regarder un extrait et on réagit juste après. On va voir juste Milan qui va mettre l'extrait. Tintin. Nous sommes ici à c'est ton Paris, pote. à l'Académie du climat, un lieu qui rappelle l'accord de Paris. C'était il y a 10 ans, à la COP 21, une prise de conscience de l'urgence climatique par les nations du monde entier, des engagements à limiter l'augmentation de la température moyenne mondiale, à s'en tenir à un objectif qui ne dépasse pas plus 1,5 degré. Ah ben ça y est, catastrophe. Ce dépassement a lieu. Le secrétaire général des Nations Unies le confirme devant l'Organisation météorologique mondiale. Alors comment faire face? Comment construire une coalition climat réaliste, pragmatique, efficace à l'échelle du monde? Nous en parlons avec le philosophe Pierre Charbonnier, qui essaye de répondre stratégiquement à cette urgence. Bienvenue à l'échappée. Merci Milan. Alors, je vous jure que je l'ai pas fait exprès. Je vous jure, j'ai été en fait, j'ai lu ton livre. Après, je suis allé chercher une interview et je le vois, je me dis, mais wesh. T'es pas tombé sur celle du grand continent. Donc. Non, c'est plein. Est-ce que vous avez vu l'interview? Est-ce que pour vous, c'est étonnant que, par exemple, Pierre Charbonnier soit mis en avant par des médias comme Mediapart? Peut-être que je vous jette dans la gueule du loup. Vous avez pas vu Moi, je peux réagir. Vas-y. Mais j'ai vu l'interview. En fait, c'est pour son livre, donc d'après, c'est son livre le plus récent avec lequel il discute là, donc qui fait suite au livre où il a plus théorisé en profondeur l'écologie de guerre. Donc le livre, c'est la coalition climat.
Pour moi, il n'y a rien de très étonnant. Et par ailleurs, dans les pages de Mediapart, le concept d'écologie de guerre a été mobilisé dans un article qu'il faudrait encadrer, qui est vraiment génial, qui est de Fabien Escalona, si je ne m'abuse, qui est un article du type État social et réarmement. Ce n'est pas impossible de concilier les deux. Enfin, c'est un titre qui dit ce truc-là. Et donc, en fait, tout le propos de l'article, c'est d'essayer de montrer qu'il pourrait y avoir une forme de réarmement keynésien, social-démocrate, qui ne détruirait pas l'État social et qui ne détruirait pas, en fait, qui ne s'accompagnerait pas de politique d'austérité. Donc, ce qui est déjà... Ce qui est aussi aberrant, parce qu'on n'en a pas parlé, mais le réarmement avec les politiques... Les derniers budgets, c'est 7 milliards en moins pour l'hôpital, 7 milliards en plus pour l'armée. Donc, il y a quand même une espèce un peu... Limite, c'est des trucs, des vases communicants, quoi, quasiment. Donc, c'est déjà assez incroyable. Et en fait, l'article se conclut en disant... par ailleurs, si cette logique est compatible sur le terrain économique, ça marche aussi pour la question de l'écologie, parce qu'en fait, ça a été démontré par Pierre Charbonnier dans son livre. Donc, voilà, il suffit juste de mettre le petit... Ça a été démontré, petit lien hypertexte, quoi. Et voilà. Ah oui, et le plus intéressant, je trouve, dans cet article, c'est qu'ils utilisent donc l'existence de l'écologie de guerre pour dire ça peut être compatible avec l'écologie, mais surtout pour dire donc les écolos qui refusent la marche à la guerre et qui refusent l'impérialisme, comme les soulèvements de la terre qui ont rejoint la coalition guerre à la guerre, sont en fait des fous furieux. Et en fait, l'article dit, voilà, c'est un discours en fait populiste, je sais plus comment il dit, mais il dit un truc comme ça. Donc en fait, ça sert à jeter sous le train les écolos qui voudraient dénoncer l'impérialisme. Donc d'une certaine manière, c'est la ligne éditoriale. D'accord. Et en fait, moi, ce que j'essaye de discuter, c'est que dans le bouquin, c'est que l'écologie de guerre, ça correspond à un secteur plus social, démocratie, un peu de gauche, parfois aussi un peu de droite, très central, qui est très lié en fait à l'Union européenne, au projet de construction européenne, et qui cherche un projet d'accompagnement du capitalisme dans la séquence qui s'ouvre, quoi. Donc c'est plutôt la ligne, c'est la ligne Mediapart, manière. C'est de gauche, je veux dire, mais c'est une gauche dans l'impérialisme français, quoi. Ouais. Tu voulais ajouter quelque chose ? Ouais, je pense quand même sur les questions écolo, il y a plusieurs lignes en fait, à Mediapart. Tu vois, il y a aussi une ligne beaucoup plus autonome, beaucoup plus attentive aux mouvements sociaux radicaux. Et voilà, je pense sur cette question spécifique-là, il y a quand même des lignes qui s'affrontent un peu sur les questions écologiques. Ouais, il n'y a pas une hégémonie d'une ligne au sein de Mediapart. Il y a Catharsis qui a mis l'article dans le chat, c'est État social ou défense de l'Europe, le débat piégé. Alors il y a quelqu'un qui demandait un avis sur Jean Covici, on en a parlé juste avant. Il y avait aussi quelqu'un qui demandait un avis sur Hugo Clément. Voilà, il n'y a pas besoin. T'as dit le GOAT. Et aussi, en fait, je voulais vous dire, parce que là, on est très sévère sur le mouvement écolo par rapport à la guerre, mais est-ce que, de manière générale, c'est pas tout l'ensemble du champ politique, et notamment la gauche, qui a un peu abandonné cette lutte-là. Toi, Camille, qui est au sein de Guerre à la guerre, est-ce que tu as l'impression que ça devrait être une priorité, que ça n'allait pas assez pour l'ensemble du champ politique ? Oui, typiquement, la question de la guerre en général, elle était absente là ces dernières décennies du débat public et politique. Donc, je pense qu'il y a les mêmes mécanismes de dépolitisation de la lutte écolo, de la lutte antimilitariste, de la lutte anticoloniale aussi, qui nous obligent aussi d'un autre côté à créer des liens et à converger ensemble. Et après, d'un point de vue matériel, on l'a dit, c'est les mêmes infrastructures qui organisent les guerres et l'industrie agroalimentaire, par exemple, qui détruisent l'environnement. Donc, d'un point de vue stratégique, politique, mais aussi matériel, tout nous pousse à converger et à se saisir de ces questions-là. Je pense aussi, ce qui ressort de ce que tu disais, Vincent, c'est vraiment un biais de suprémacisme blanc qui fait qu'on peut se permettre d'émettre l'hypothèse que la guerre qui va détruire d'abord les vies racisées des pays du Sud, de le voir comme une opportunité. C'est vraiment un privilège blanc qui est assez fou, quoi, de se placer un peu au-delà de ça.
Donc ouais, et je pense que du coup, il y a cette nécessité aussi de poursuivre la décolonisation des milieux écolos, environnementaux, environnementalistes. Je pense que ouais, ça fait l'articulation aussi, ça permet de déconstruire ça absolument. Et aussi dans cette question de pacification par le mythe du libéralisme pacificateur, je tiens quand même à rappeler que à la fin du coup de la guerre froide, donc voilà, qui acte aussi un peu la naissance du capitalisme digital connecté. Il y a eu un boom de 252% des projets miniers en Afrique à ce moment-là. Et du coup, aussi pendant les 2 guerres du Congo dans les années 90, c'est vraiment à ce moment-là que chaque mise sur le marché d'une nouvelle technologie comme le nouvel iPhone a créé des pics de violence dans ce pays, quoi. Donc, c'est vraiment cette idée qu'en fait, ce qui crée du confort ici crée forcément de l'inconfort là-bas. Et ouais, pour moi, c'est vraiment un privilège que de pouvoir émettre l'hypothèse qu'on peut se permettre d'expérimenter la guerre, la militarisation pour préserver nos intérêts, notre confort ici. Mais en plus, je posais aussi cette question parce que prenons simplement le vote à l'Assemblée sur l'armement. Il ne me semble pas qu'il y ait eu énormément d'opposition et que même dans le champ de la gauche, ça n'a pas beaucoup été discuté, quoi. Ça semblait même naturel, ou au pire, on s'abstient qu'il y ait cette augmentation du budget. Vous avez aussi ce sentiment-là que le champ un peu de l'impérialisme et de l'armement a été un peu oublié ou a été un sujet tabou au sein de la gauche? Après, ça dépend, parce que là, tu parles de vote à l'Assemblée, donc je pense que c'est pas, Ouais, la gauche c'est pas institutionnelle. exactement le même champ, parce que justement, en fait, toutes les gauches de gouvernement, et toutes les formations politiques de gouvernement, elles vont avoir tendance, de toute façon, à défendre l'impérialisme français, puisque elles se placent dans une situation où elles doivent pouvoir gouverner, donc elles doivent pouvoir gérer cette puissance impérialiste qu'est la France, et du coup, ça implique un lien avec les armées. Etc. Et d'ailleurs, toi, dans ton bouquin, t'en parles sur, je crois que c'est dans le chapitre qui s'appelle Militarisation des Verts. Ouais, elle le connaît par cœur. Hein. Aïe, 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 aïe. T'as fait, c'est Aïe, aïe, impressionnant. aïe. Je l'ai lu il y a pas longtemps. Donc Aux éditions La Dispute. Non, mais voilà, mais du coup, tu parles aussi de ce lien c'est quand les Verts devient un parti qui va pouvoir gouverner, qui se rapproche de l'institution militaire et qui va changer son discours et changer un peu de paradigme qui va se décaler du pacifisme vers un truc un peu de pragmatisme vis-à-vis de la nécessité de l'armée, etc., quoi. Donc voilà, donc je pense que c'est plutôt lié à ça pour ce qui est de l'institution. Et après, dans le mouvement, je pense d'autres gens ont montré que je veux dire, pour beaucoup de raisons différentes, mais la gauche française, elle s'est pas toujours illustrée par son anticolonialisme et son anti-impérialisme, et même dans des périodes quand même où elle était beaucoup plus forte, quoi. Donc voilà, et en fait c'est ce dont tu parlais, en fait, il y a des intérêts structurels, en fait, des avantages sociaux qui vont avoir lieu ici, exister ici, on va dire du pacte, ce qu'on a appelé un peu le compromis social, capital travail, qui est quand même beaucoup basé sur la reconduite de violences dans nos colonies, dans nos néocolonies, etc. Et qu'il y a une partie de ce confort et de ces acquis sociaux, etc., en fait, qui est aussi de la redistribution de la rente coloniale, quoi. C'est un peu notre destinée manifeste à nous. Il y a un peu cette naturalisation à la France. La destinée, une sorte de destinée manifeste de la France. C'est naturel qu'elle soit présente dans des opérations extérieures partout. Et on parle aussi d'opérations extérieures. On s'est beaucoup moqué de la Russie pour ça. Mais nous, on parle aussi de ça, d'opérations. C'est pas des guerres, c'est pas. Oui, c'est opérations militaires, opérations. Intervention. Voilà. Mais du coup, je trouve que il y a vraiment cette vision que c'est naturel, en fait, que notre armée, elle soit partout dans le monde. Et du coup, le débat parlementaire, il intervient même pas à ce niveau-là de la question de est-ce qu'il faut qu'on soit là ? Est-ce qu'il y a un intérêt à ce que l'armée française soit au Sahel ? C'est plutôt comment rester de manière plus dans un partenariat gagnant-gagnant avec les pays africains. Mais c'est vrai que pour souligner ça, je me rappelle qu'au début de la guerre contre l'Iran, il y avait une base française qui était attaquée, je crois aux Émirats ou je ne sais plus où, et qu'on était juste choqués que cette base soit attaquée, alors que personne ne s'est posé la question de pourquoi il y a une base ici ? Pourquoi on a une base ? Pourquoi on est ici ? Voilà. Donc c'est vrai que ça fait un peu partie des choses qui sont invisibilisées. Moi, je me demandais, c'est que
J'ai toujours eu l'impression que le mouvement écolo, historiquement, était très pacifique ou versé là-dedans. Est-ce qu'il y a eu un changement ces dernières années? Notamment, j'ai l'impression qu'il y a une ligne ultra-atlantiste, notamment chez Europe Écologie Les Verts. Est-ce que c'est quelque chose d'étonnant ou est-ce que c'est une évolution? Et aussi, est-ce que c'est commun à l'Europe et au Nord ou c'est seulement en France? Bah déjà, c'est sûr que c'est commun, historique. euh, C'est un mouvement historique de l'antimilitarisme Oui. et du pacifisme, etc., qui est hyper important. Tu vois, c'est même la naissance du mouvement écoféministe, quoi. C'est l'opposition à l'armée, au militarisme, l'explosion de la centrale nucléaire de 3 Mile Island, etc. Tu vois, donc c'était vraiment hyper central. Mais après, je pense que vous l'avez bien dit. Je pense à partir du moment où ça devient intégré à des appareils parlementaires, à l'État, etc., ça devient forcément plus difficile. Mais je pense que la situation est quand même super différente. Tu vois, par exemple, aux États-Unis, les Verts, ça existe quasiment pas, donc c'est très petit. Mais ils ont maintenu des positions globalement. Pas Jill Stein, ou je me trompe? Ouais, Ouais. il en fait partie exactement. Et ils arrivent à maintenir, en tout cas pour une partie et pour la base, des positions assez antimilitaristes, voire de démilitarisation ou de dénationalisation de l'armée, quoi. Mais bon, parce qu'ils n'existent pas en fait. Tu vois, c'est rien, c'est personne, quoi. En Europe, c'est assez marquant parce que Ouais. cette tradition antimilitariste, elle est en train d'être complètement détruite, perdue, y compris chez les Verts allemands, qui est Oui. censé être vraiment la structure des partis verts européens, quoi. Mais c'est aussi parce que je pense qu'il y a une sorte de fragmentation en fait des écologies qui deviennent beaucoup plus nombreuses et qu'il y a des écologies radicales qui sont plus dans les partis verts. Tu vois, à un moment, les partis verts, c'était vraiment des grosses machines qui rassemblaient la plupart des militants écologistes. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Dans les partis verts, c'est des gens qui veulent gouverner et des centristes, quoi. Donc les écologies radicales, elles, je trouve Guerre à la guerre, c'est un bon exemple. Les soulèvements, c'est un super bon exemple. Il y a les écologies radicales. Qui auraient dû, d'ailleurs, je fais un petit détail, qui auraient dû participer, malheureusement, ils n'ont pas pu. Mais Ouais. je leur fais un petit coucou pour une On prochaine fois. leur fait tous Plein un de petit bisous. coucou, évidemment. Mm. Et donc, je pense que, tu vois, il y a aussi une polarisation extrêmement forte des différents groupes de l'écologie. Parce que maintenant, il y a tellement de groupes écologistes, tellement nombreux, dans des champs super différents, que ça devient hyper difficile de dire l'écologie ou les écologistes. Tu vois, Ouais. les partis de gouvernement, oui, c'est sûr. Ils sont en train de se rallier à un discours complètement nationaliste, souverainiste, etc. Mais c'est pas le cas de l'ensemble des organisations, quoi. Mais c'est vrai que la Palestine, j'ai l'impression que ça a été un révélateur, Ouais. un marqueur qui a clarifié aussi les lignes au sein du milieu écolo. Enfin, ça a été un peu ce qui nous a permis, enfin, ce qui a été une condition favorable à la création de Guerre à la guerre, justement. C'est vraiment ce truc de, ça a clarifié. La preuve par la Palestine, Exactement. je dirais un certain yo-yo. Et c'est aussi grâce au regain d'intérêt pour ces questions-là en Palestine qu'il y a eu une visibilisation de ce qui se passe en RDC, de ce qui se passe au Soudan. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a eu un peu ce mouvement-là et que les gens se sont un peu replacés, repositionnés face à tout ça. Mais dans le livre, moi, oui, tu disais, j'essaye de montrer un peu l'itinéraire à partir des Verts et d'une matrice un peu. C'est une matrice qui est très diverse à la base, pacifiste, antimilitariste, sur différents aspects, la matrice un peu années 60, 70, et comment en fait ils se sont ralliés à la défense des intérêts de l'impérialisme français. Et pour moi, l'élément central, effectivement, c'est ce que tu disais dans le sens où c'est un projet institutionnel qui cherche en fait à aller diriger la Ve République. Où en fait le président est le chef des armées, c'est compliqué de maintenir même une forme de pacifisme moral, c'est impossible. Et en fait, la trajectoire des Verts le montre très bien. Et même en fait, ils vont théoriser dans les années 2010 comment les Verts peuvent faire un apport à l'impérialisme français, à son armée. C'est un rapport de 100 pages où ils détaillent, etc. Voilà, alors nous, on réfléchit bien au changement climatique, donc l'armée, elle pourra en fait tirer parti de ses connaissances, etc. Les tanks rouleront avec du gasoil Pourquoi pas, au blé, là, je sais pas quoi. Voilà, mais pour dire que ce processus d'institutionnalisation de l'écologie, forcément, il crée en fait un truc que, bah oui, tu dois te rallier à l'impérialisme français. Et à mon avis, c'est une discussion essentielle parce que il faut voir qu'un anti-impérialisme conséquent
et un antimilitarisme conséquent ne peuvent pas miser sur un projet qui est entièrement institutionnel et qui cherche à conquérir le pouvoir par les urnes. C'est une contradiction dans les termes. Et à mon avis, il faut aussi mettre le pied dans le plat sur le terrain de la France insoumise. Je t'attrape au plein vol parce qu'il y a eu une émission hier. Je le savais pas. Je le savais pas. C'est exactement le même titre. Quasiment le même titre que nous. Quelle écologie face au fascisme et à la guerre. Mais ils n'ont pas beaucoup parlé de la guerre en fait. Ouais, vous avez regardé. Je l'ai pas vu. Ouais, j'ai vu une partie. C'était une discussion. T'as vraiment bossé de fou. Ah ouais. Non mais moi j'ai vu ça. J'étais en mode c'est bon quoi. Ouais, mais c'était pas prévu. Hein. Et donc voilà, mais c'est juste j'ai regardé une partie du live et du coup c'est une discussion entre eux. Et j'ai oublié le nom des gens parce que je ne suis pas allée jusque-là, jusqu'à retenir les noms de députés. Châtelain, Claire Lejeune. Claire Lejeune, ouais, et Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Et c'était animé par Zoé PB de la Boétie. Voilà. Mais du coup, oui, c'est assez marrant, en fait, comme timing, parce qu'en effet, c'était les mêmes sujets. Après, eux, ils ont déjà... La première question qu'ils ont posée, c'était est-ce qu'il faut sortir du capitalisme pour pouvoir faire une transition écologique ? Ils ont plutôt l'air de dire oui. Hein. Donc, après, on verra ce que ça donne. Juste, il faut quand même voir le dispositif parce que moi, je me suis un peu. J'ai pas beaucoup de cheveux, mais je me suis arraché un peu pendant l'émission parce qu'il y a 2 éléments centraux quand même. Il faut voir que Cyrielle Châtelain, donc c'est la dirigeante du groupe à l'Assemblée des Verts, c'est quand même quelqu'un qui, il y a 1 an, faisait des discours pour dire. Je sais plus si j'ai la citation exacte, mais en gros. L'Europe doit aujourd'hui être une force politique, ce qui implique d'être une force militaire. Et elle fait un discours vraiment incroyable. Vous pouvez le retrouver même en fait à l'époque, les journaux écolos, reporters avaient écrit en disant les Verts ont consommé leur rupture avec le pacifisme historique, etc. Elle fait un discours méga militariste en fait à l'Assemblée. Et là, elle se retrouve à l'Institut La Boétie. À discuter d'accumulation primitive, de sortie du capitalisme, on est anticapitaliste, etc. Non, mais même de colonisation, du rapport à la France avec ses colonies. Quand même, là, pour le coup, la Boétie leur offre une espèce d'opération de lifting incroyable. Mais pour toi, c'est de l'hypocrisie, c'est ça ? Bah non, mais il y a un effet... Lui, il est dans mauvais soupçon, Vincent. Franchement, c'est incroyable. Pas de la part de la France insoumise, mais de la part de... Il y a un effet d'hypocrisie énorme, et surtout, après, il y a un effet que, dans cette discussion, il y a un impensé énorme qui est la question de... Il parle de colonialisme, de machin, mais en fait, il dissocie totalement les éléments. Il dissocie guerre et capitalisme. Il dissocie colonialisme et capitalisme d'une certaine manière. En fait, leur impensé, c'est l'impensé de l'impérialisme. Ils n'arrivent pas à comprendre, à faire les liens entre tout ça. La France des 5 continents. Voilà, mais c'est de ça qu'on allait parler, je pense. Et en fait, à la fin, pour dire dans le débat, voilà, pareil, j'essaie de m'arracher les cheveux, mais j'y arrivais pas. Dans le débat... La crispation, donc le sujet de l'écologie de guerre vient, donc forcément tout le monde dit ah bah non, nous on n'est pas pour l'écologie de guerre, on est pour l'écologie de paix. Donc on a dit ça, on n'a pas beaucoup avancé, bien. Parce que l'impérialisme aussi c'est toujours pour la paix, on fait la guerre pour la paix aussi souvent. Oui. Mais surtout, le débat se focalise donc entre Cyrielle Châtelain qui nous explique qu'il faut penser la souveraineté à l'échelle de l'Europe et Mélenchon qui nous parle de la créolisation et de penser la souveraineté à l'échelle de la France. Il a encore parlé de la créolisation. Et de la francophonie, etc. Et donc, en fait, pour moi, si vous voulez, si le débat qu'on a à poser face à la question de la guerre, de la crise écologique, ce que je disais un peu tout à l'heure, vous voyez, la trajectoire de catastrophe, c'est est-ce que la souveraineté doit se poser à l'échelle de l'Europe ou de la France ? Je suis désolé, mais on est à côté de la plaque, mais totale, quoi. Et il faut poser la question. Oui, la question, c'est quelle stratégie pour mettre fin à la machine impérialiste de manière relativement rapide. Et donc, en fait, le débat, il tombe, mais à côté de la plaque. Et bon, mais voilà. Est-ce que c'est la question que je me pose, est-ce que l'un des problèmes aussi du fait que les gens ont peur d'aborder cette question-là de l'impérialisme, c'est l'idée que si on mettait vraiment en plan un plan d'écologique ambitieux, ou en tout cas à la hauteur des enjeux, et en plus un anti-impérialisme, on n'aurait plus le même mode de vie. Est-ce que c'est pas ça qu'ils ont peur de confronter aussi ? Bah, moi, je pense que c'est typiquement ça. Et il y a encore cet héritage très mitterrandien de préserver le rang de la France à l'international. Donc, je pense que c'est un inconfort. C'est une conversation inconfortable de se dire de quoi on est prêt à faire le deuil dans nos modes de vie ici. Et je trouve que du coup, ça pose vraiment la question des stratégies révolutionnaires sur ces questions-là. Parce que effectivement, on présentait le livre de Vincent il y a quelques jours à Sciences Po. On nous a posé la question
question de est-ce que Guerre à la guerre, vous prenez par exemple la traçabilité des minerais pour la production d'armes plus éthiques, ou il y a une question qui revient aussi beaucoup et qui est du coup la position de la France insoumise, qui est de prôner la souveraineté du secteur de défense, etc. Mais est-ce que du coup, si on a des minerais traçables et qu'on nationalise la production d'armes, est-ce que la France va arrêter d'être complice des répressions sanglantes en Afrique ? Est-ce que la France va... Est-ce que les enfants congolais vont arrêter d'aller dans les mines ? Enfin, c'est vraiment... Oui, mais on aura tracé les minerais. Voilà, c'est vrai. Il n'y aura pas du sang dessus, donc c'est très bien. Mais voilà, ça pose... Ça pose la question d'aller au bout du raisonnement, et c'est pour ça que le caractère révolutionnaire des solutions qu'on apporte, elle permet d'éviter ces réponses qui sont insuffisantes et qui ne prennent pas, comme vous le dites aussi dans le livre, un changement de paradigme total. Ouais. Et même s'il peut y avoir des articulations, mais c'est sûr que la réponse, elle peut pas être seulement institutionnelle. Et après, moi, ça me fait penser ce que tu dis sur les lignes aussi de la France insoumise, qui reste un truc de... en gros, la militarisation, ok, mais nationale, quoi. Enfin, genre, si elle est française. Et en fait, malheureusement, c'est aussi la ligne de la CGT, c'est la ligne de Solidaire. Enfin, c'est la ligne, en fait, même des syndicats de lutte. Enfin, bref, qui sont pas complètement dans le dialogue patronal, quoi. Ça reste visiblement le maximum de positions qu'ils ont réussi à atteindre. C'est quand même celui-là, et je trouve ça très inquiétant, surtout dans un moment où, en fait, les contradictions, évidemment, elles se creusent, mais on n'est pas... Enfin, franchement, on va voir bien pire, a priori, dans les années qui suivent. Donc, je pense qu'il y a vraiment Enfin, d'où l'enjeu, en fait, de Guerre à la guerre, et enfin, d'hégémoniser aussi des positions anti-guerre, parce qu'il y a un réveil, vraiment, et un sursaut qu'il faut provoquer très rapidement, avant que se posent des questions qui sont beaucoup plus impliquantes, en fait, pour le prolétariat français, quoi. Ouais, parce qu'en plus, je sais pas, l'impérialisme, ça te garantit un mode de vie impérial. Donc là, on a beaucoup parlé des dimensions étatiques, quoi, de la puissance militaire, etc. Mais ça garantit, effectivement, ça nous garantit depuis au moins 50 ans, et si ce n'est plus, y compris au prolétariat blanc, un mode de vie de supérieur. pouvoir faire, par exemple, ce genre de plateau. Supérieur. Ouais, voilà, Hein, exactement. là, avec tout les le matins matériel, les confortables, terres rares, caméras, tous les minerais qu'on a, etc. Non, mais après, ça, c'est un truc qui est aussi en train de chuter, entre guillemets. Enfin, genre, la crise, elle se creuse, et en fait, le compromis capital-travail, on va dire, qui a pu exister, etc., en fait, il est de moins en moins satisfaisant, et je pense on l'expérimente. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, mais il est de moins en moins justifié. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qui explique en partie un peu le fait que le pacte racial, il se creuse. C'est qu'en fait, la part du gâteau à partager, elle est de moins en moins grande, et au lieu de renverser avec qui on est censé la partager, là, qui s'approprie tout ce qui est... Enfin, voilà, tous les surprofits, etc. On se dit qu'on va le partager entre les Blancs plutôt que de trouver d'autres solutions. Et moi, je voulais dire quand même que sur le mode de vie impérial, etc., c'est aussi un truc où la paysannerie en France, elle est détruite. On n'est pas autonome en termes d'alimentation. C'est tout un modèle aussi, en fait, qui n'est pas nécessairement convenable, et où en fait les gens là, même en France, ils sont pas en train de vivre a priori, la majorité des Français sont pas en train de vivre leur best life, en fait. Mais après, c'est toujours mieux d'être pauvre en France que d'être pauvre. Tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une meilleure vie, elle est plutôt garantie par la planification socialiste, tu vois. C'est clair. Par... Oui, mais c'est ce que tu veux dire. Tu vois, le truc, je pense, c'est exactement ce que je voulais dire. C'est-à-dire le mode de vie impérial, à partir du moment où il est de plus en plus menacé, il tend aussi à se renforcer. Et du coup, il tend à se renforcer sur le fait de se dire il faut qu'on maintienne les acquis qu'on a, par notamment l'impérialisme français et le pacte social-racial. S'il n'y a plus de compromis, globalement, capital-travail, alors il va falloir renforcer un compromis racial. Et le mode de vie impérial, bizarre, il sert complètement à ça. C'est-à-dire à dire on va assurer les conditions de vie de la population blanche et le suprémacisme blanc. Et tu vois, je trouve aux États-Unis, c'était hyper marquant. C'était vraiment le discours de Trump, mais ici c'est le cas aussi, tu vois. C'est de se dire bon, alors là, vos conditions de vie se dégradent de ouf. Alors ce qu'on va faire, c'est des guerres impérialistes partout, au Venezuela, en Iran, etc. On va faire baisser le prix des marchandises, mais simplement pour les Blancs, donc chasse aux migrants, etc. Donc en fait, le mode de vie impérial, il est à la fois fragilisé
par la crise du capitalisme et en même temps en renforcé par cette fragilisation qui fait que du coup ça mobilise, ça légitime de faire maxi guerre impérialiste partout. Ouais. Allons choper tout le pétrole du Venezuela et de l'Iran. Parce que Et c'est oui, voilà, c'est- et c'est du ça. coup, mais simplement Et pour les les blancs et ouais. les ouvriers blancs. Et en Ça, plus, c'est- les légitimations, en fait, elles ont changé de visage, en fait. Parce que il y a quand même un certain moment où fallait une justification idéologique un peu jolie pour pouvoir aller faire la guerre. Enfin, même si c'est pas une nécessité, mais c'est le truc de C'est un plus. l'hégémonie. Ça te permet d'avoir la mieux. social-démocratie avec toi. civilisatrice, c'est mieux. Ouais. Bah, ça, où il faut aller libérer les femmes Ouais. et les homosexuels. Enfin, ça a été. Ça, c'était La démocratie. la tout ça. démocratie, etc., etc. Mais ce qui est encore, en fait, c'est pas des discours qui ont complètement disparu du tout, mais on a quand même, on observe quand même je sais pas, une rupture, je trouve. Trump entre, est beaucoup plus direct. mais c'est Il ça, va dire entre c'est le pétrole. hégémonie et coercition et tout, quoi. Mm. Parce que, en tout cas, il n'y a plus besoin de fabriquer ce consentement de cette manière-là. Puisqu'il peut y avoir un consentement sur la base nationaliste et de préservation de la survie du groupe. Quoi. J'ai l'impression que voilà, pour des extrêmes droites comme Trump, il n'y a même plus besoin de justification, il y a le pétrole, mais que quand même, parfois, ils utilisent la justification pour essayer de ramener aussi un champ de la social-démocratie à soutenir la lutte. Moi, je me rappelais Trump qui d'un coup se disait pour soutenir les Iraniens, si la répression des révoltes se fait trop fort. Voilà, je pense qu'il y a quand même pour certains l'intérêt. Voilà, il y a comme ça, mais je suis d'accord qu'il y a un discours beaucoup plus radical, et notamment parce qu'on touche vers la fin de l'émission, parce qu'on a beaucoup parlé de guerre et pas trop de fascisme, mais nous on explique que c'est lié. Ouais. Je veux dire, ce mouvement de réarmement, il s'inscrit aussi dans une fascisation, et on parlait beaucoup ces 10 dernières années d'un écofascisme. Je sais que normalement il y a notamment un livre de Andreas Malm sur ça, avec le collectif Zetkin. Non, c'est plutôt. Ouais, mais c'est C'est fascisme. C'est moi qui faussile. réponds, pardon. c'est moi qui réponds. Vas-y. Non, mais parce que justement, après, c'est un peu niche, mais justement, il y a un débat qui date d'il y a quelques années, mais qui maintenant est quand même largement fini, je pense, entre genre écofascisme et capital fossile, enfin, et fascisme fossile. Bref, vraiment débat de niche, mais je vais vite dessus. Non, mais en gros, il y a une partie de la gauche à un moment qui a essayé de faire exister l'idée qu'il y avait une articulation entre le fascisme et l'écologie, et que historiquement, il y avait des liens d'idéologie fasciste qui avait un plan écolo, quoi, etc., etc., et que c'était un gros danger idéologique. Mais en fait, ça veut pas dire qu'il faut pas regarder ça de près et tout, mais moi, de ce que j'en ai compris, c'est quand même basé sur des petits think tanks des années 70 qui n'ont pas beaucoup d'impact profond et structurant dans les projections et dans l'idéologie, quoi. Et qu'en fait, et c'est plutôt l'inverse que défend, enfin c'est pas l'inverse directement, mais c'est une autre option que défend Malm et le collectif Zetkin, qui est que après les accords de Paris, notamment, il y a une alliance entre le capital fossile, donc en gros les capitalistes qui tirent profit de l'industrie du pétrole et qui tirent leur hégémonie des ressources fossiles, et des idéologies réactionnaires d'extrême droite pour se maintenir au pouvoir. Et qu'en fait c'est ça la donnée structurante du fascisme lié à l'environnement, là. C'est celle-là et pas des gens qui veulent faire des trucs druidesques. Voilà. Mais, oui, il y avait Antoine Dubo qui a écrit le livre Écofascisme. D'ailleurs, si Antoine Dubo m'entend, faut mettre ton adresse mail sur Internet parce que tu es injoignable. C'était très compliqué de t'avoir. Mais donc, pour vous, il n'y a pas vraiment de mouvement écofasciste en tant que tel, ou alors c'est très Non. minoritaire, C'est hyper où il y a juste une minoritaire. récupération de Ouais. certains arguments écologistes par En fait, certains racistes. Ouais, mais parce que ça fait pas un mouvement écofasciste d'avoir 2 personnes du RN qui ont fabriqué un programme écolo, tu vois. Enfin, Ouais, t'es d'accord Vraiment. Bah, c'est surtout et puis la tendance massive, c'est celle-là, c'est-à-dire dire que les fascistes les fascistes actuels, ils se disent ils ont besoin du secteur fossile pour asseoir le compromis de classe raciale, et d'un autre côté, c'est le fascisme devient le soutien du secteur fossile manifeste parce que du coup, comme les fascistes ont le soutien du secteur fossile, et ben ils alimentent le secteur fossile en disant nous ce qu'on veut c'est continuer l'économie fossile, économie de croissance auto-entretenue. Donc en fait les deux mouvements se renforcent mutuellement, d'un côté les fascistes et de l'autre l'économie fossile. Mais est-ce qu'il n'existe pas une idéologie qui est plus dans l'idée de naturalisme, de retour à la terre, de paysannerie, d'éloge un peu très réactionnaire,
qui ne fait pas l'éloge de la pollution, mais qui est en mode retourner à une vieille France blanche. Ça existe, tu vois, c'était la nouvelle droite dans les années 70-80. Ça a Ouais. été influent au RN pendant un certain nombre de temps, mais Ouais. de manière totalement minoritaire. Ouais, mais là, c'est Euh, pas la tendance lourde, quoi. Ouais, C'est voilà, le c'est truc, pas la quoi. tendance lourde. On dit que Bon. Et puis par ailleurs, il y a sans doute des tendances, je sais pas, de l'action française qui veulent le retour à la terre. Mais tu vois, c'est pas les tendances majoritaires de la droite et de Tesson, l'extrême ils droite, disent, ouais. ni en Europe, ni à l'échelle mondiale, quoi. Mm. Mm. Les éléments qui étaient intéressants dans ce débat, c'était plutôt, dans le livre de Dubios, ce qui était intéressant plutôt, c'était les mises en garde formulées vis-à-vis de l'écologie politique de la gauche, de dire, vous voyez qu'en fait, il peut y avoir des éléments de Ouais. naturalisation, d'essentialisation qui sont présentes dans certains corpus de l'écologie, dans certaines conceptions, et que ça, c'est un toboggan vers les conceptions d'extrême droite. Et ça, pour moi, c'était un des éléments intéressants du débat, mais je rejoins plutôt l'élément. Mais à mon avis, en fait, ce qu'il faut faire attention aujourd'hui, dans le paysage que vous avez décrit de lien entre la radicalisation du capitalisme, la radicalisation de l'extrême droite et le secteur fossile qui joue en fait sa survie, en fait qui hypothèque notre survie collective pour faire jouer sa propre survie. Dans cette situation-là, le risque principal, à mon avis, ce serait que face à ce qu'on pourrait dire le secteur fascisme fossile, on se fasse avoir par l'hypothèse de l'impérialisme démocratique. Si vous voulez, Trotsky il disait ça, il disait un des risques, un des effets les plus réactionnaires d'un point de vue de l'histoire du fascisme, c'est qu'il il renforce les illusions dans la démocratie, dans un capitalisme démocratique, etc. Et typiquement, le dilemme qu'essaye en fait de structurer pour l'écologie aujourd'hui, le dilemme qu'essaie de structurer l'écologie de guerre, c'est fascisme fossile contre militarisme vert. Et donc en fait, on n'aurait pas d'autre choix que de rester dans le cadre de l'impérialisme, soit du côté fascisme fossile, soit de l'autre côté, impérialisme démocratique, vert, etc., mais qui prépare quand même la guerre. Et à mon avis, c'est un risque essentiel, énorme aujourd'hui, que d'accepter ce dilemme-là. Ouais. Et la discussion, justement, et à mon avis, il faut aussi qu'on aille sur ce terrain-là, c'est comment, quelles perspectives nous permettent d'éviter de sombrer dans ce dilemme-là, qui est aussi beaucoup lié, un peu comme ce que je disais tout à l'heure, mais au fait de penser l'activité politique et les perspectives politiques uniquement sur le champ institutionnel. Vas-y. Ouais, justement pour éviter de penser tout ça que sur le champ institutionnel, parce que je pense qu'en gros, justement, dans les deux options là que tu soulignes, je pense qu'un acteur qui est absent, c'est on va dire, c'est soit on dit le peuple, soit on dit les classes populaires, je sais pas, enfin comme vous voulez quoi. Mais et le rapport de force en fait. Donc, je veux dire, on n'a pas juste à regarder nos élites choisir quelle route prendre. En fait, on est acteur de ça, même si le rapport de force n'est pas de notre côté pour l'instant, mais tout cela peut changer quand même. En parlant de trucs, un truc je trouve là qui se passe, qui est une mobilisation de guerre à la guerre, c'est à Saint-Nazaire, si vous voulez nous en parler, parce que vous êtes tous les deux dans Guerre à la guerre. Qui, je pense, Galac pour les intimes. Oui, Galac pour les intimes, mais qui fait le lien, je trouve. Et en fait, c'est un peu le retour de l'écologie antimilitariste des années 70. Donc, je pense que ça fait une bonne boucle parce Sans qu'il les y a une hippies. convergence. Non, mais parce qu'il y a une convergence à la fois de l'antimilitarisme et des secteurs de mouvements sociaux qui sont liés à l'écologie, etc., etc. Et du coup, je pense que si tu peux en parler. Oui, donc du coup, il y a les camarades de Guerre à la guerre Grand Ouest qui organisent une grande mobilisation le 8 mai, donc une date aussi un peu symbolique pour la lutte antimilitariste. Et en gros, ils organisent une mobilisation contre l'agrandissement, la construction l'agrandissement d'un port pour accueillir des porte-avions nucléaires, etc. Le chantier, du Ouais, c'est ça, porte-avions. contre le chantier. Porte-avions France Libre. C'est ça, hein. Ouais, il s'appelle France Libre. 10 milliards. Et le nom est pourri. Et après, on se moque de oui, non. France Libre. Ouais, t'as donné la date, c'est le... Ce sera le 8 mai. Je crois que c'est une mobilisation sur 3 jours, donc week-end prolongé avec le jour férié. Donc n'hésitez pas à aller à Saint-Nazaire à l'appel de Guerre à la guerre Grand Ouest. Eh ben, pour terminer, moi j'aurais une dernière question. On a vu que, donc là on a fait la critique d'un certain courant de l'écologie. Est-ce que vous avez quand même l'impression que dans la majorité du courant populaire de l'écologie, il y a des évolutions sur cette question, notamment à travers la question de la Palestine, mais ça prend de plus en plus en compte la question de l'impérialisme. Et aussi,
j'ai l'impression que vous vous inscrivez dans des courants un peu différents. Il y a le marxisme écologique. D'ailleurs, pour certains, ça peut être étonnant parce que le marxisme était fondamentalement productiviste, donc c'était un peu des anathèmes. Mais je sais que je voulais aussi inviter des écoféministes qui n'ont pas pu venir. Il y a aussi la question de l'antispécisme, etc. Est-ce que pour vous, il faut adopter une seule ligne ou il faut plutôt essayer d'avoir des échanges, des dialogues avec tous ces courants-là? Non, il faut qu'une seule ligne. Bah, Non, non. Ah bah tu sais, tu as Mais des marxistes je bas pense- du front. Non, mais moi, sur ces questions, je suis le moins organisé, donc je prends la parole le premier. Je pense qu'on n'est pas du tout dans une perspective où on peut se permettre de pas construire des alliances, Ouais. pas de construire des coalitions, notamment sur la question de la guerre. Et guerre à la guerre, c'est un très bon signe de ça. Tu vois, il y a des écolos, mais pas que. Il y a des organisations décoloniales. Enfin, tu vois, Il y a Tzedek notamment. Voilà, c'est une voilà, pluralité d'organisations. évidemment, si on définit la ligne de l'écologie radicale en ce moment comme une ligne anti-impérialiste, ça peut évidemment pas être une ligne avec une seule organisation ou une seule tendance. Il faut faire de l'anti-impérialisme et de l'antifascisme la ligne commune à tout un ensemble d'organisations, qu'elles soient écolo, décoloniales ou autres. Ouais. Quoi. C'est clair. Vous voulez ajouter des choses sur ça? Et on va faire un dernier tour pour la conclusion. Mais est-ce que Bah, vous voulez- mais oui, moi je suis d'accord avec le fait que, enfin, avec ce que tu dis sur le fait que la période ne nous offre pas le luxe du sectarisme Hmm. globalement. Enfin, je formulerais ça comme ça, et que en même temps, en fait, il y a quand même des opportunités parce que ce que tu commençais à pointer, c'est que en fait, la preuve par la Palestine a en partie fonctionné, même si bien sûr que c'est pas du tout majoritaire ou hégémonique, mais au sein du mouvement social, en fait, il y a pas mal de lignes qui se sont déplacées, en fait, que ce soit dans le mouvement féministe, dans le mouvement écolo, etc. Et je pense que en fait, c'est aussi cette accélération, ces contradictions qui se creusent, c'est aussi une opportunité parce qu'en fait, on a dans tout le mouvement social, en fait, les gens ils sont face à des choix. Il n'y a que deux camps un peu quoi. Et en fait, le bon est quand même un peu rejoignable et c'est notamment guerre à la guerre. Mais voilà, et je pense que c'est une belle. Moi, je trouve que c'est justement une jolie preuve que c'est possible que en fait, avec un accord minimal sur Oui, parce qu'est-ce qu'il y a des qu'on doit contradictions faire. internes, mais il y a un accord minimal. Mais sur, en fait, parce que l'urgence fait que on se dote de priorités et que si sur un accord minimal, en fait, les gens peuvent bosser ensemble. Ils savent pas comment ils voudront planifier l'économie un jour, mais en fait, on n'en est a priori pas là. Donc, les bagarres de courant, etc., ont pas trop lieu d'être directement maintenant, quoi, je pense. Ouais, bah, je plus sois 100%. Et je te rejoins aussi sur le côté un peu optimiste, dans le sens où j'avoue que moi, en tant que personne racisée, il y a quelques années, je me sentais vraiment mal à l'aise dans le mouvement écolo, environnementaliste, on va dire. Et ça a vraiment, ça a bougé quand même. Je pense que il y a eu l'écologie décoloniale. exactement, il y a une articulation qui s'est faite et qui fait que les lignes ont bougé, ont évolué. Et c'est vrai aussi, je pense que dans le milieu de l'écologie décoloniale, c'est aussi, je pense, important qu'il y ait plusieurs lignes qui cohabitent, dans le sens notamment où, par exemple, on va parler de cet enjeu de reprendre la souveraineté, typiquement sur des secteurs extractivistes, pour des pays qui sont sous domination, qui sont colonisés. Donc voilà, cette question, elle n'est pas si simple que ça. Donc typiquement, là, j'étais à Marseille pour le festival du nuage était sous nos pieds, donc pour parler des enjeux coloniaux et impérialistes autour de la matérialité du numérique, etc. Et il y a quelqu'un qui a posé une question à l'intervenante Kanak. Est-ce que quand vous serez indépendant, qu'est-ce que vous allez faire des mines de nickel, en gros? Et il y a un peu ce truc de déjà laisse-les réaliser le projet de la Kanaki libre avant de se poser cette question-là. Mais du coup, voilà, c'est intéressant qu'il y ait plusieurs lignes qui cohabitent. Typiquement, j'étais aussi avec Génération Lumière, donc une organisation congolaise qui s'organise contre l'extractivisme au Congo. Et eux, en fait, ils ont une ligne qui est assez intéressante parce qu'ils ne prônent pas la nationalisation du secteur minier en RDC, ils prônent la disparition totale des mines. Et je trouve que c'est intéressant. Enfin, voilà, je trouve qu'il y a une richesse dans la pluralité qui est intéressante dans notre mouvement décolonial aussi. Vincent? Ouais, sur le débat, moi, je suis très d'accord avec l'idée que, d'une certaine manière, on discutait en fait, dans toute la discussion, on a discuté du fait que c'est une situation très difficile, avec des dangers énormes, des risques énormes, même à l'échelle de l'histoire de l'humanité, de fait, quoi, quand tu parles de la crise écologique et des guerres et des conflits en cours. Mais je pense que c'est important de voir qu'il y a aussi des brèches pour le mouvement de masse et des brèches pour en fait l'anti-impérialisme et l'anticapitalisme aujourd'hui. Et que d'une certaine manière, ce serait
les classes dominantes adoreraient nous voir démoralisés, penser qu'en fait on est bon uniquement en fait à s'enfoncer soit dans un projet institutionnel, etc. Alors que ces moments de guerre et de militarisation sont aussi des moments où le capitalisme montre d'une certaine manière plus ses faiblesses, il me semble. Et en fait, il y a un retour de ça, je pense, à l'échelle internationale. On parlait typiquement des éléments de l'extrême droite de Trump, mais Trump s'est fait prendre une raclée à Minneapolis. Enfin, je pense que c'est important de noter ça. Trump s'est fait prendre une raclée à Minneapolis par des gens qui, en fait, se sont opposés avec leur corps au racisme d'État organisé dans l'ICE des enseignants qui se sont mis en grève, des gens qui se sont mis dans la rue, etc., qui se sont organisés contre le racisme d'État. La politique du gouvernement d'extrême droite italien de soutien massif au génocide s'est fait prendre une raclée par les dockers de Gênes qui se sont mis en grève et qui ont organisé autour d'eux 2 millions de personnes dans la rue dans la plus grande mobilisation pour la Palestine et la plus grande mobilisation en Italie ces 20 dernières années. Et que ça, à mon avis, c'est pas délié les éléments qu'il y a un retour de la lutte des classes à l'échelle internationale, à mon avis, encore timide, mais avec des vraies démonstrations. C'est pas délié de ce climat général qu'on a décrit. Et pour moi, c'est ça la voie qui existe aujourd'hui, l'issue à la trajectoire de catastrophe, c'est ça, et pas autre chose. Et moi, j'essaye de discuter à la fin du bouquin un léninisme écologique contre la guerre, dans le sens de dire on arrive... C'est très axé. Tu disais, je suis... Parce qu'il y a des écolos anti-impérialistes qui... Ben ça fait partie des débats internes sur le léninisme. Je suis militant écolo, mais à révolution permanente aussi. Voilà. Je voulais pas le préciser. Vous comprenez? Non, mais... Il voulait pas Moi, te moi, outer, je il veux s'est pas voulais outé. que tu dises Moi, je veux tes idées Non, et mais- après on dit bon. Non, il non, a il fait de RP. l'entrisme, mais à drame découvert. Non, mais quand Non même. mais parce que s'il avait dit, Pas me s'il avait dit cacher. tout de suite qu'il était RP, ses propos sur la France Insoumise, les gens auraient dit ouais c'est beau, c'est RP. Bah oui, voilà. malheureusement, bah, Donc quand c'est pour même, ça que j'ai pas voulu faut le dire. regarder la réalité en face. Mais pour dire quand même que cette question du léninisme, c'est ça, on est dans un moment, de plus en plus dans un moment léniniste, dans le sens où il y a une discussion qui va se poser de comment est-ce qu'on transforme la marche à la guerre ou la guerre impérialiste en révolution. Et que c'est ça la tâche aujourd'hui. Et Le pas autre chose. défaitisme révolutionnaire. La question du défaitisme révolutionnaire, de lutter contre notre propre impérialisme, et que ça, pour moi, c'est un moment léniniste, mais il faut le repenser À l'aune à d'aujourd'hui. l'actualité d'aujourd'hui, la crise écologique. Et il me semble que c'est un élément important et un truc qu'on a peu discuté aussi là-dedans, mais qu'on voit beaucoup avec les dockers de Gênes. C'est à mon avis le travail qu'il faut faire sur le terrain de la grève et de l'organisation du monde du travail. Tu disais comment les directions syndicales sont complètement à la ramasse sur la question de la Palestine, complètement à la ramasse sur la question de la guerre, mais il faut chercher à organiser par en bas les secteurs du monde du travail. Sachant que par en bas, il y a eu des syndicalistes qui ont été menacés, poursuivis pour leur soutien à la c'est Palestine. ça. Oui, bah leur après, passe, par les des directions syndicales à l'échelle nationale qui sont Ouais. complètement pas à la hauteur de la tâche du tout, mais Oui, après, même, il y a des initiatives. directions intermédiaires qui. Enfin, ça. Il y a Bref, des il y a secteurs. pas- Puis le syndicalisme n'est pas homogène en fait, donc Tout à ça fait, marche pas comme tout à ça. Enfin, bref, et c'est le. Non, mais même les j'étais d'accord avec ce que les tu disais, directions. dans le Ouais, sens mais je où en suis fait il d'accord, faut hein. chercher à organiser cette force-là. Et juste- Parce et- que Gênes, je trouve, ça montre vraiment ça, Ouais. quoi. Et Tu un vois. exemple justement, c'est que la CGT par exemple est signatrice, il me semble, Ouais, tout de à l'appel fait. à manifester à Mm. Saint-Nazaire, Exactement, ouais. solidaire aussi. Et voilà, qu'en fait, et à la fois localement, à la fois dans des échelles un peu intermédiaires, c'est quand même possible de construire des choses. Et en plus de ça, il me semble que là, c'est la CGT du secteur même qui, en tout cas, s'interdit de se réjouir de l'arrivée de ce porte-avions. Et ça, c'est très rare que d'arriver à mettre en cohérence les intérêts et antimilitaristes et écolos directement des industries et du coup des salariés en fait de ces industries-là. C'est quand même assez difficile à Je pense faire. que c'est vraiment une démonstration du rôle progressiste qu'a en fait la coalition Guerre à la guerre Ouais, aujourd'hui. grave. De fait, c'est parce qu'il y a cette coalition qui arrive à créer une forme d'unité de différents secteurs que en fait les organisations syndicales elles sont obligées d'une certaine manière à prendre ces positions-là, et c'est très important, je pense. C'est une vraie démonstration. Et moi, ce que je voulais dire, je suis tout à fait d'accord avec comment tu le formules, mais qu'il y a une nécessité, à mon avis, de réfléchir
comment tu organises cette force-là à la base, quoi. Mhm. Et typiquement, voilà, moi, je suis impressionné de la possibilité d'action et l'ampleur que ça a pris à Gênes. Tu te dis, en fait, les gars, ils sont quelques centaines, tu vois, et ils te foutent un bordel monstrueux Ouais. à l'échelle nationale, avec un rôle un peu de déclencheur et de structuration d'une mobilisation avec des millions de personnes. Et je pense que c'est quelque chose qui devrait nous faire réfléchir sur le terrain des mobilisations puissantes qu'on a besoin de déclencher, mais aussi sur le terrain de la reconversion de la production, de la planification écologique dont on a besoin aujourd'hui. Cette question du rôle central de la classe ouvrière. Et pour dire, c'est un peu les éléments que j'essaie de discuter avec le léninisme écologique dans le bouquin, quoi. Tu voulais ajouter un truc, Paul ou... Non, ça me va, c'est une belle conclusion. Ouais. Ouais. Si on termine Alors, sur le léninisme écologique, On va ça me va. finir. Sur la classe D'ailleurs- ouvrière et Et l'écologie. sur la classe aussi, ouvrière et c'est sur quand même- l'écologie, On c'est va, bon. on va finir sur ça, les gens. N'oubliez pas de soutenir, n'oubliez pas de faire des dons, d'envoyer des bits. Aussi sur YouTube, il faut liker, il faut commenter, il faut partager. D'ailleurs, le 29 avril, je vais faire un talkie oui avec Johan des soulèvements de la terre. On va parler de tout ça, d'écologie, d'anti-impérialisme. On va parler aussi de Malm et d'un point de vue des paysans. Il a quelques critiques à l'égard de Malm, tout en aimant le léninisme. Donc ça va être une super discussion. Je remercie encore mes invités. Je remercie Camille, je remercie Lila, je remercie Paul, je remercie Vincent. Alors je rappelle, Merci. Vincent, tu as ton livre Contre l'écologie de guerre aux éditions La Dispute. Voilà, on le verra aussi plus en images Ouais, sur hyper YouTube. inspiré. Allez le lire, il est très bien. Et il est préfacé par Monsieur Paul Guilibert. Et toi, ton dernier livre, c'est pour découvrir le marxisme écologique. Foncez aussi, parce que c'est super accessible. En fait, vous avez des textes de marxistes écologiques et vous avez les auteurs qui viennent expliquer et faire Ouais. introduire le sujet. Et donc ça, c'est aux éditions sociales. Et d'ailleurs, allez lire toute la collection. C'est trop bien, c'est super efficace. Et j'espère que ce premier numéro de Oui, non vous a plu. Mais t'as pas fait la pub du concept. Bah oui, non, c'est des débats au sein de la gauche. Ok. Voilà, tout simplement, c'est comme ça. Alors, j'espère à l'avenir qu'il y aura des débats plus contradictoires, mais c'est difficile d'inviter des gens qui sont pas d'accord. Voilà, et s'il y avait Pierre Charbonnier ici, comment ça se serait passé Voilà, il a décliné l'invitation, J'aurais mais été j'espère ravi. qu'il y aura d'autres débats. Voilà, Il même sur fallait la... nous donner la consigne, on se serait beaucoup plus bagarré. Bah oui, Là, on mais était vous voulez hyper gentils. Bah Non, non. Non, mais c'est l'idée de provoquer, d'avoir des débats, des discussions au sein de la gauche. Il y a encore vous verrez, il y a plein d'émissions en préparation, même sur l'écologie, un sujet sur l'antispécisme, un autre sur l'écoféminisme. Voilà, il y a plein de choses qui sont en préparation. Donc, n'hésitez pas à soutenir, notamment avec les liens en description. Il y a le Tipeee et il y a le Streamlabs pour que je puisse continuer ces émissions. Et aussi, un énorme merci à Milan qui était à la réalisation. Merci Milan et on se retrouve vendredi pour le prochain stream. Salut tout le monde!